Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son correct? Bonjour tout le monde. Mon nom est René Charret. Je suis organisateur communautaire au CIUS du Centre-Sud. Et ça me fait un grand plaisir, puis je dirais un certain honneur aussi d'animer ce panel-là ce soir. Le panel, en fait, pour lancer le livre Itinérance et cohabitation urbaine, regard, enjeux et stratégie d'action sous la direction de mon ami Michel Parazelli. La façon qu'on va fonctionner ce soir, c'est assez particulier parce qu'on a invité plusieurs panélistes à venir nous parler, venir commenter les éléments qui sont contenus dans le livre. Pardon. Donc, la façon qu'on va fonctionner, dans un premier temps, Michel va prendre il dit 20, 25 minutes, peut-être même 30 minutes, étant donné que je le connais, il va peut-être prendre plus de temps. Donc, 30 minutes pour vraiment expliquer dans un premier temps, les enjeux autour de la question de l'itinérance et de la cohabitation urbaine dans la région de Montréal et aussi, on a un volet dans la région de Québec. Ensuite, on a invité des intervenants, des gens du terrain. Bernard Saint-Jacques, qui est de la clinique Droit Devant, qui va venir tantôt nous parler. Catherine Giroux, qui est du CIUS Centre-Sud, qui va se présenter aussi tantôt. Et Boromir Vallée-d'Or, qui est du réseau Solidarité itinérance du Québec, qui va se présenter également. Malheureusement, ce soir, Serge Larault, commissaire aux personnes en situation d'itinérance de la Ville de Montréal, ne peut être présent. Il s'est désisté ce matin. Comme on dit, on a reviré la ville à l'envers pour pouvoir le remplacer, mais ça n'a pas fonctionné. C'est le cas de le dire, la ville à l'envers. Donc, malheureusement, il n'est pas ici. Donc, on verra éventuellement s'il y a des questions, des commentaires qu'on pourra y adresser. On pourra peut-être le faire par personne interposée. Donc, après l'intervention de Michel, on va poser 2 questions au panel que je viens de vous présenter. Et on va faire comme deux séries de panels avec les questions qui sont des questions fort simples, des commentaires sur les enjeux qui sont contenus dans le livre. Et aussi, on aimerait beaucoup pouvoir parler des stratégies aussi qui sont avancées, ce sont des stratégies, en fait, qui sont la synthèse, l'accumulation de plusieurs années de discussions entre intervenants, entre chercheurs et entre différentes personnes du terrain. Donc, je voulais juste aussi mentionner qu'on a à peu près une centaine d'inscriptions par Zoom et c'est vraiment intéressant parce qu'on a touché vraiment notre objectif de pouvoir lancer une discussion avec l'ensemble des acteurs impliqués sur la question de la cohabitation en itinérance. Donc, on a des intervenants sociaux, on a des gestionnaires provinciaux, gestionnaires régionaux, on a des personnes aussi en situation d'itinérance, on a des chercheurs, on a des étudiants, étudiantes et des intervenants également du mouvement communautaire, pas seulement à Montréal, pas seulement à Québec, un peu partout au Québec. On a des policiers également, des policières qui sont inscrits au Zoom. Donc, on va éventuellement, ce Zoom-là va être enregistré. En fait, il va être enregistré ce soir et éventuellement, il va être mis sur le YouTube. Là, mais on ne sait pas encore exactement quelle date. Là, on vous donnera l'information à ce moment-là. Alors, on va commencer. Michel, la parole est à toi. OK. Vas-y. Merci, René. Bien, en tout cas, je tiens vraiment d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation, surtout qu'on commence tranquillement à sortir de chez nous. Donc, on va essayer de se dérouiller un peu, mais c'est vraiment un plaisir de voir du monde en face, là. Et aussi, je suis très content que ça réponde aussi par Zoom toujours. En fait, il y a, comme on l'a vu, il y a une diversité d'acteurs intéressés à cette problématique-là, qui est effectivement toujours et encore difficile à traiter. Les membres de notre équipe, on a discuté il y a quelques mois sur la formule adoptée pour faire ce lancement-là. Justement, on ne peut pas faire venir un buffet à l'UQAM, ni d'alcool. Donc, comment on va s'amuser en même temps qu'on lance un document, en fait, sur lequel on a travaillé depuis des années? Il faut le souligner. En fait, on s'est dit, quoi de mieux que de le mettre en discussion? Hein? C'est un peu l'idée. Et comme on ne peut pas mettre tout en discussion, on a choisi 2 chapitres. 2 chapitres qui sont un peu, les chapitres qui résument ou font une synthèse transversale des démarches dans lesquelles on était engagé pour faire cette recherche-là. Parce qu'il faut dire que dans le livre, il y a 7 chapitres, plus une conclusion où vraiment on développe
des recommandations, dont une qui va faire l'objet des discussions dans le panel. Mais le 7e chapitre parle des stratégies de gestion du partage d'espace public. Mais les chapitres précédents ont inspiré, ont nourri justement ce 7e chapitre-là pour dire, bien, finalement, quel lien on fait avec d'autres entrées qu'on a déjà prises par rapport aux pratiques concrètes d'intervention. Et je vous les nomme. C'est que la première, c'est un peu le fil conducteur historique au 20e siècle. C'est à peu près 100 ans. On a essayé de... Bon, on n'est pas des historiens, mais on a consulté les travaux des historiens, plus l'actualité aussi des médias, pour voir quels sont les événements marquants qui ont jalonné le 20e siècle en termes de gestion de la marginalité urbaine à Montréal. On a fait le choix, on ne pouvait pas tout faire. Et donc, c'est intéressant parce que ça donne des lignes conductrices. Ensuite, on a analysé 70 documents de politique publique en comparant 6 villes canadiennes pour voir effectivement s'il y avait des orientations différentes ou communes, lesquelles. Donc, vous pouvez avoir connaissance de ces choses-là dans ce chapitre-là. Ensuite, on a un peu essayé de cerner les imaginaires sociaux qui traversent les représentations socio-spatiales dans les discours des médias écrits francophones. On a recensé 390 articles jusqu'en 2018, de 93 à 2018, vraiment des périodes importantes, là, où on pourrait dire les tensions sociales avec les personnes en situation d'itinérance ont été importantes. Et on a pu effectivement dégager 3 imaginaires sociaux. On va en parler tantôt. Après, on a consacré des chapitres individuels autour de notre enquête qualitative de Montréal et de Québec. C'est-à-dire qu'on a donné la parole à plusieurs acteurs sociaux qui sont engagés ou concernés par la présence de personnes en situation d'itinérance, dont les personnes elles-mêmes aussi. On peut lire des extraits d'entrevues. En tout cas, c'est très intéressant. Et le 7e chapitre, comme je vous l'ai dit, fait une synthèse de tout ça. Mais il faut dire aussi que la façon de faire la synthèse, l'analyse transversale de toutes ces entrées différentes-là, c'est qu'on s'est doté d'une grille d'analyse qu'on a appelée une grille d'analyse de la normativité, des façons de penser, de juger et d'agir des acteurs. Donc là, je n'entrerai pas dans les détails. C'est le premier chapitre où on pose un peu la manière dont on a mis nos lunettes pour interpréter les choses. Mais grosso modo, c'est effectivement d'essayer non pas de voir quelles sont les meilleures pratiques ou les bonnes pratiques dans tout ce qui se dit, mais plutôt d'essayer de voir le positionnement des acteurs dans la façon de comprendre, de juger et d'agir par rapport à cette situation-là de cohabitation avec les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est un peu, grosso modo, le genre de livre qu'on a produit. Donc, ça, c'est clair qu'il ne faut vraiment pas penser, avoir des attentes sur les meilleures pratiques dans ce livre-là, parce que les bonnes pratiques ou les meilleures pratiques sont toujours bonnes en fonction des objectifs qu'on poursuit. OK? Et les pratiques sont bonnes si on veut expulser ou disperser des personnes itinérantes. Il y a des très bonnes pratiques actuellement en cours. Mais il y a de très bonnes pratiques aussi sur le plan démocratique, si on veut défendre leurs droits. Donc, tout dépend de l'objectif et de la finalité. C'est pour ça qu'on a essayé de dire on va contribuer au débat en positionnant un peu la façon dont les gens se situent dans le débat, dans ces pratiques-là, dans ces problèmes-là. Parce qu'une chose importante aussi par rapport à tous les acteurs qu'on a interviewés, qu'on a vus aussi, c'est que la plupart des gens sentent l'urgence de s'en occuper de ce problème-là, mais parce que les gens sentent qu'ils tournent en rond depuis des années. Et donc, l'idée, c'est comment on peut faire un pas de plus. Et un peu, ça a été l'interrogation de notre équipe. Et ça, on va en parler à la fin. C'est sur une des recommandations où on pense qu'on pourrait faire quelque chose de différent qui pourrait faire avancer les choses. Pas régler, mais avancer les choses. Donc, voilà. Et donc, c'est d'autant plus important d'aborder les choses de cette façon-là que c'est de reconnaître aussi qu'il existe des désaccords entre les gens, plus ou moins profonds par rapport à la façon de comprendre et d'agir. Et surtout quand on voit dans la littérature que ce n'est pas qu'à Montréal et à Québec que ça se passe. C'est dans toutes les villes dans le monde, au niveau international, où depuis les années 90, début 2000, au moment où on a libéralisé les marchés sur le plan international, les municipalités, les villes ont été appelées finalement à agir un peu comme des entreprises. Hein, on appelait, même dans la littérature, on voit comme le terme « ville entrepreneuriale ». Parce qu'effectivement, ça a été davantage une vision néolibérale des échanges commerciaux, en tout cas entre les villes, qui s'est imposée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le principe de concurrence, soutenu par une logique de marché, qui désormais guidait et guide toujours les villes pour essayer de développer de façon urbaine le milieu.
Bon. Et dans ce contexte-là, que vient faire l'espace public? Et ça, c'est très important à comprendre parce que souvent, on perd de vue. L'espace public, comme c'est un espace commun, hein, donc où tout le monde, de toutes sortes d'horizons, peuvent se rencontrer, eh bien, ça devient tout d'un coup un levier stratégique sur le plan de la vitrine commerciale qu'on veut utiliser par les municipalités pour justement promouvoir un branding urbain, c'est-à-dire une marque de commerce où on peut travailler un produit, en fait, à mettre en marché sur le plan international pour attirer des investisseurs. Pas uniquement des touristes, mais des gens qui vont vouloir travailler, investir sur le plan des échanges commerciaux, tout en ayant un milieu de vie convivial, agréable, sécuritaire, où on peut aller s'amuser, se divertir, etc. Et donc, chaque ville comme Paris, Londres, Melbourne, Vancouver, en tout cas, nommez-les, ont essayé de voir comment dans leur centre-ville, ils pouvaient avoir des atouts particuliers pour pouvoir faire ce travail-là. Montréal, c'est le quartier des spectacles. C'est l'industrie du divertissement et puis du spectacle qui prédomine, qui a été choisi finalement comme segment de marché. Pour Québec, c'est le nouveau Saint-Roch, comme une ville branchée, où effectivement, on peut avoir accès à un patrimoine de ville, de quartier ouvrier, mais qui est complètement revampé, etc., où il fait bon vivre, c'est plus humain, plus de proximité, etc. Donc, on essaie d'attirer les gens à ce niveau-là. Et ça s'inscrit effectivement dans une logique de consommation de masse, vous le voyez bien. D'où l'idée que, depuis les années 90 et 2000, de façon en crescendo, c'est amplifié les tensions sociales avec les personnes en situation d'itinérance parce qu'elles ne projettent pas une image de festivalière, on s'entend. Et puis, ça les rend un petit peu comme des chiens dans un jeu de quilles, quoi. Ça fait tache dans le décor. On ne veut surtout pas abîmer le décor, justement, qu'on veut lisser, c'est une forme d'esthétique de consommation de masse qu'on essaie d'instaurer avec les signatures lumineuses, entre autres, pour Montréal. En tout cas, vous comprenez plus l'idée. Il y a tout un marketing qui vient contrecarrer le fait que des gens puissent vivre dans l'espace public sans consommer, sans avoir rapport avec l'identité du quartier qu'on veut mettre en place. Donc, c'est ça, voilà. D'où l'importance pour nous de bien positionner les façons de penser, de juger et d'agir. Là, on a demandé aux panélistes de réagir au 7e chapitre, c'est-à-dire c'est sur les stratégies de gestion de l'espace public. Je vais vous les présenter pour vous mettre dans le bain, pour pas que les gens aient à ramener le contenu comme tel, parce que c'est pas tout le monde qui a lu le livre, là, évidemment. Donc, je vais vous décrire un peu la façon dont on a établi cette synthèse-là. Mais avant, je tiens absolument... J'allais l'oublier, mais je me dis, il ne faut pas que je l'oublie. C'est de présenter les membres de mon équipe, parce que j'ai fait ça avec du monde, et puis c'est important, et ils m'ont énormément motivé aussi à poursuivre la direction de l'ouvrage comme tel. Et, attendez, je vais voir. Voilà. Donc, j'ai au moins vous les énumérer si vous ne pouvez pas les voir, parce que les gens ne peuvent pas se lever, on est en Zoom, on est en présence, bref, je vais au moins vous dire qui faisait partie de l'équipe. Il y a Céline Bello, professeure à l'Université de Montréal en travail social, qui est ici dans la salle. Jean Gagné, professeur à la TÉLUQ. Éric Gagnon, chercheur d'établissement au CIUS de la capitale nationale. Richard Morin, qui est professeur à l'UQAM et qui est en Zoom. Et parmi les partenaires, il y a René Charret, mon ami ici. Frédéric Keck du RAIC, du regroupement d'aide aux itinérants et aux itinérantes de Québec, qui s'est fait remplacer un peu plus tard par Jimena Michea, qui a dû se désister parce qu'elle était malade, effectivement, et a été remplacée par Boromir Validor du Réseau Solidarité Québec. Bernard Saint-Jacques en fait, c'est pas du RAPSIM, mais à l'époque, il était du RAPSIM, mais c'est directeur de la clinique Droit Devant qui va intervenir tantôt. Voilà. Et les adjoints à la recherche, Émilie Jade Bigelow, Mathieu Bourbonnais, Marie-Ève Carpentier, Carl Demeul, Marie-Hélène Hardy, Antonin Margier et Charles Robitaille. Ils ont tous, sauf exception, là, participé aussi à l'écriture comme co-auteurs dans le livre comme tel. Bon. Voilà. Là, c'est le crunchy, admettons, de ma présentation, c'est de montrer le schéma synthèse qui traduit au mieux, qui ramasse le plus possible les résultats de notre analyse de tous les chapitres, finalement, mais à travers les stratégies de gestion de l'espace public que les différents acteurs ont mis en place pour faire face à la situation de cohabitation comme telle. Donc, vous avez, en fait, ce qu'on a tenté de faire, c'est d'essayer de voir que la façon de cohabiter
avec les personnes en situation d'itinérance dans les espaces publics se manifestait surtout par des stratégies de contrôle de la mobilité de ces personnes-là. Un contrôle qui peut être fait de l'extérieur sur les personnes ou un contrôle des personnes elles-mêmes par rapport à leur présence. Okay? Donc, on appelle ça endo-régulé ou exo-régulé. Si tu contrôles toi-même ou si tu es contrôlé par quelqu'un d'autre. Et là, il y a un double continuum qu'on a schématisé pour montrer qu'il y avait vraiment deux orientations opposées, contradictoires, mais avec c'est plus ou moins profond, ces désaccords-là. Mais vous allez voir, il y a une gamme de positionnement, un spectre de position par rapport à tout ça. Voyons. Voici un peu le double continuum. D'un côté, bon, à gauche, la flèche qui se dirige à gauche, c'est une flèche qui se dirige vers l'invisibilité. Donc, en termes d'orientation, la façon de cohabiter avec les personnes en situation d'itinérance, c'est d'essayer de les rendre invisibles. C'est comme ça qu'on pense qu'on va mieux cohabiter pour établir une sorte d'équilibre par rapport à ce que ces personnes-là créent comme obstacle éventuellement au contexte de revitalisation ou tout simplement aux échanges commerciaux d'un commerce ou quoi que ce soit, ou à l'ambiance conviviale dans un parc. Bon, qu'importe les lieux, okay, il y a une volonté d'invisibiliser à travers l'expulsion, le repoussement et la concentration. Hein? Et là, je vais les décrire un peu pour que vous ayez quelques représentations là-dessus. L'expulsion, ça vise à faire disparaître les personnes en situation de marginalité en les envoyant hors du territoire occupé ou en leur interdisant l'occupation. Donc, ça peut être la judiciarisation, dont Céline Bello a beaucoup travaillé dans ses travaux depuis très longtemps, donc le profilage social, dont on parle souvent, l'idée d'imposer un quadrilatère aux personnes, soit en prostitution ou autres, où on leur interdit d'aller dans tel secteur parce qu'elles ont commis une infraction. Et bon, c'est la peine qui est proposée. La fermeture des parcs la nuit, aussi, ça fait partie de cette pratique-là, ou les effets du couvre-feu en janvier, même si ce n'était pas dirigé vers les personnes en situation d'itinérance, mais vous avez vu tout le débat autour de l'idée de rendre exceptionnelles les personnes en situation d'itinérance par rapport à cette règle-là du couvre-feu. Le repoussement, on n'interdit pas, on éloigne ici. C'est-à-dire on éloigne ou on disperse les gens en périphérie, en les excentrant du territoire occupé. Donc, il y avait un débat à un moment donné où les gens disaient, bien, si on déconcentrait les ressources dédiées à ces personnes-là au centre-ville, on pourrait alléger le centre-ville de la population itinérante et puis les répartir plus équitablement dans d'autres arrondissements. Il y avait cette idée-là de les repousser. Il y a aussi l'idée du design hostile, hein? Les pics anti-itinérants, les accoudoirs au milieu des bancs, contrôler la clé des toilettes dans les fast-foods, des choses comme ça. Bon, c'est d'autres façons d'agir face à ces personnes-là, à leur présence. La concentration, c'est de faire écran en isolant les personnes marginalisées. Par exemple, il y a un poste de police qui nous a dit, un commandant qui nous a dit, bien, pour régler des plaintes associées à la présence de personnes en situation d'itinérance face à des commerces et que c'est de façon répétitive que ça se produit, bien, j'ai dit à mes patrouilleurs de les déposer au parc Vigée, okay, à l'époque, avant qu'il soit rénové. Donc, parce qu'ils étaient moins soumis au regard des résidents et des autres, donc on pouvait avoir moins de plaintes dans ce lieu-là. Donc, on parle de concentrer les gens autrement pour gérer la cohabitation avec les personnes en situation de marginalité. Il y a aussi à Québec, où on a vu, ça fait un petit bout là, quand même, mais un peu moins de 10 ans, mais fait 7-8 ans, où on a déplacé la porte d'un centre communautaire, le rendez-vous centre-ville, qui était installé dans le sous-sol de l'église Saint-Roch, parce que la rue Saint-Joseph est en pleine revitalisation. Et là, les commerçants ont fait des plaintes comme quoi c'était vraiment, ça n'avait pas de rapport, ce centre-là, parmi les commerces qu'on voulait revitaliser. Donc, on a déménagé la porte du rendez-vous centre-ville en arrière de l'église. Donc, voyez-vous, il y a aussi l'idée de concentrer les gens pour gérer la cohabitation. Okay? Et si on va, après ça, plutôt à la dilution, où vous voyez la flèche est un peu plus mince, c'est parce que c'est des stratégies qui étaient moins courantes, mais on n'a pas quantifié, mais de façon qualitative, on a pensé que, effectivement, dans ce que les gens nous disaient, bien, c'était les choses qui étaient moins fréquentes. Sauf que maintenant, je réviserais peut-être un peu les trucs en disant que la dilution, c'est devenu très, très important. Mais à l'époque,
on avait vu que ça commençait à émerger. La dilution, c'est ce qu'on appelle une visibilisation conditionnelle. On ne veut pas les éloigner, on ne veut pas les interdire l'accès, mais on veut tout simplement noyer le poisson, comme on dit, c'est-à-dire utiliser comme une sorte de mitigation visuelle. Imaginons dans un parc, c'était surtout au parc Émilie-Gamelin que ça se passait, comme exemple le plus clair, où au moment où on a voulu le revitaliser, on s'est dit il faut absolument faire de l'animation. Il faut que réinvestir, encourager une plus grande affluence des autres résidents, des autres utilisateurs du parc, de façon telle qu'on perde de vue les endroits où les personnes en situation de marginalité se regroupent. Donc, c'est comme si, tout d'un coup, les points d'attention étaient beaucoup plus multiples par rapport à ce qui se passe dans ce parc-là, où on dilue la présence des personnes. Donc, c'est une manière de dire, on ménage le chou et la chèvre, et on essaie de ne pas les éloigner, mais ni de les interdire, mais en même temps, on voit bien que ça crée un problème. Bon. Et là, on arrive plutôt à une orientation, tranquillement, pas vite, vers la visibilité totale. C'est-à-dire, on veut, des acteurs qui nous ont dit, on tient à ce que les personnes en situation d'itinérance soient visibles, se fassent reconnaître, ou qu'on les reconnaisse, ou qu'ils soient représentés dans la défense de leurs droits. Et ça, c'est une stratégie de gestion de représentation. OK? Et là, ici, la représentation, eh bien, bon, la clinique Droit Devant le fait très bien, elle est née à cause de ça. Et la Nuit des sans-abri aussi, c'est des exemples pour montrer que bien, il y a aussi dans l'espace public des gens qui vont gérer la cohabitation de cette façon-là. Et le rassemblement, c'est l'idée de se faire reconnaître comme citoyen marginalisé ayant droit au respect et à la citoyenneté aussi, comme n'importe quel autre, en se rassemblant. Et là, ces rassemblements peuvent être faits à l'aide d'organismes communautaires ou c'est vraiment les personnes en situation de marginalité qui se regroupent. Hein, je pense ici au Festival d'expression de la rue, mais ça peut être entre pairs, tout simplement, ou le campement urbain de la rue Notre-Dame, qu'on a bon, en janvier, pas en janvier, en l'été 2020. Bon, voilà. Et ça peut être un exemple comme ça. Ça, c'est pour la gestion des stratégies de contrôle de la mobilité des personnes et des contrôles du corps des personnes. Mais là, il y a une autre catégorie de stratégies de gestion de la cohabitation où là, on essaie de contrôler le statut de la personne. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que la personne change d'image d'elle-même ou de statut. Et là, encore une fois, c'est soit qu'on exige de la personne qu'elle change son image, c'est-à-dire c'est une sorte d'appel aux normes ambiantes, c'est-à-dire la normalisation, ou au contraire, on invite la personne à chercher si elle ne pourrait pas devenir quelqu'un d'autre aussi qu'uniquement itinérante ou marginale, en la soutenant, en l'aidant, en allant au-devant d'elle, en lui offrant éventuellement des ressources ou des activités qui vont enrichir son expérience différemment que celle de la rue, pour qu'elle puisse tranquillement se voir elle-même dans un processus de sortie de la rue, bon, mais sans obligation. Et là, on a appelé ça la prévenance. Okay? Bon. Et là, donc, effectivement, on a deux stratégies qui sont la prévenance vers la visibilité, la visibilisation, okay? Et l'autre, la normalisation vers l'invisibilisation. Et là, effectivement, ça fait référence, finalement, je termine un peu là-dessus avant de parler des recommandations. On a intégré à ce moment-là, justement, vous voyez bien la normalisation, la prévenance, qu'on a exprimée par la prise en charge pour la normalisation. L'idée, c'est de rappeler la norme aux personnes en situation d'itinérance que ce n'est pas bien la rue. Ce n'est pas une place pour vivre. Ce n'est pas digne de vous, des personnes, de faire ça. Donc, il faut absolument qu'elles changent de statut. Soit comme travailleurs précaires, assistés sociaux, bénévoles, ambassadeurs pour quelque chose. Bref, voyez-vous, il y a toutes sortes de trucs qui ont été trouvés pour faire en sorte de changer l'image et le statut de la personne. Et la prévenance, c'est davantage la prise en compte, où effectivement, à travers toutes sortes d'activités très, très différentes qui pourraient avoir l'air, je veux dire, accessoires ou occupationnelles, mais qui ne le sont pas, qui sont davantage là pour que les gens explorent autre chose par rapport que le milieu de l'itinérance, comme par exemple les cafés-rencontres, y aller par les arts visuels, les vidéos, les pairs aidants, bon, les dispositifs de médiation, bon, vous voyez un peu le genre. OK. Ce qui est important de voir aussi, c'est que les deux orientations
qui sont très radicalement différentes, mais qu'on voit entre les deux, il y a des degrés quand même, il y a une graduation de l'intensité associée à cette visibilisation ou invisibilisation. Eh bien, on les associe à 3 imaginaires qui viennent nourrir les argumentaires, les motivations des gens. Donc, au-delà des mauvaises ou des bonnes intentions, il y a aussi des univers de sens, de signification qui viennent conditionner les pratiques des gens, qui expliquent pourquoi elles agissent ainsi et non pas autrement. Et entre autres, l'invisibilisation est très soutenue par l'imaginaire éco-sanitaire. Dire qu'il y a quand même des limites à ce qu'il y ait plein de personnes en situation d'itinérance à tel endroit. Il faut respecter les résidents, les commerçants, et donc ça déséquilibre l'environnement. Donc, il faut absolument rétablir l'équilibre. Donc, il faut tout de suite trier, disperser, rééquilibrer, redistribuer, arrêter, sortir. Bon, voyez-vous un peu l'idée. Et, bon, même chose pour l'imaginaire démocratique, où l'idée, c'est davantage la logique de la défense de droits, de la citoyenneté, de l'égalité d'accès à l'espace public comme tel, pour n'importe qui, et non pas réservé seulement qu'à un consommateur moyen d'une certaine logique de consommation, etc. Bon, voilà. Et l'imaginaire salutaire, bien, c'est celui qui était plus associé à la normalisation, où il s'agit de sauver des gens, carrément, par rapport à l'indigence que ça représente. Et puis, l'idée de vouloir prendre en charge pour sauver des gens qui ont besoin d'être sauvés parce qu'elles sont considérées comme incompétentes pour juger elles-mêmes sur leur propre sort. Donc, il faut absolument les prendre en charge. Donc, il y a là aussi une orientation de ce type-là. Voilà, je ne sais pas, c'est pour vous donner, c'est un aperçu, hein, c'est sûr, parce que c'est très expliqué, exemplifié, puis argumenté, puis bon, défini dans le livre. Et je termine en vous donnant un aperçu aussi, c'est que de la recommandation, parce qu'il y a eu plusieurs recommandations, bien, je ne vous en parlerai pas maintenant, là, mais peut-être que vous allez en entendre par les panélistes, mais celle qui nous a tenu le plus à cœur par rapport à ce qu'on voulait faire avec cette recherche-là. Parce que l'équipe était composée de personnes qui, ça faisait longtemps qui jouaient dans les plates-bandes de l'itinérance, on pourrait dire. Et on s'est dit, comment on peut faire un pas de plus? Comment on peut faire un truc qui va faire que, bien, on va peut-être mettre une brèche dans le cercle vicieux de tourner en rond constamment et de répéter toujours les mêmes affaires. Donc, on s'est dit, on a fait le constat, premièrement, que depuis qu'on s'occupe de l'itinérance, le principal acteur, les principales personnes concernées, les personnes elles-mêmes en itinérance ou de marginalité, n'étaient pas présentes dans les discussions autour de ce qui faisait de la définition des problèmes qu'ils causaient ou qu'elles avaient, et absolument pas dans l'analyse, puis non plus dans les pratiques, les solutions envisagées. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas étonnant que ça tourne en rond s'ils ne sont même pas là. Et là, c'est tout un débat. Est-ce qu'ils sont capables d'être là? Est-ce qu'ils sont assez compétentes, présentes, équipées? Bon, il y a toutes ces discussions. On sait que la santé mentale, la dépendance est très importante. Mais en même temps, on s'est dit, mais oui, mais il existe des organismes qui travaillent en santé mentale, qui offrent la possibilité aux personnes qui présentent des troubles de santé mentale de participer, de s'exprimer. Il y a des conditions qu'on peut mettre en place. Il y a toutes sortes de choses. Donc, l'idée, ce n'est pas tellement ça. C'est qu'on peut travailler à penser les conditions idéales pour que les choses se puissent se faire. Donc, l'idée, c'est de dire, notre recommandation, qui pourrait permettre de faire un pas de plus, c'est de dire de soutenir l'organisation collective des personnes en situation d'itinérance dans l'analyse de leur propre situation par rapport aux enjeux de partage d'espace public et de pouvoir les défendre leur point de vue et proposer des pistes de solutions avec les autres acteurs qui ont un mot à dire aussi là-dessus, en négociant avec ces personnes-là. Donc, d'ajouter, d'inclure les personnes les plus concernées dans le débat. Et on pense que ça risque de faire un pas de plus. Bon, voilà. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Donc, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole aux panélistes qui vont répondre aux 2 questions. Merci, Michel. Je pense que c'était vraiment un tour de force de faire la synthèse de l'ensemble des enjeux de cette manière-là.
On vous l'avait dit, ce n'est pas uniquement une communication scientifique. On veut initier, on veut générer une discussion collective en ce qui concerne la cohabitation au niveau de l'itinérance. Donc, je demanderai aux panélistes Bernard Saint-Jacques, la clinique Droit Devant, Catherine Giroux du CIUS Centre-Sud, et Boromir est quelque part dans les zones. Donc, je vous demanderai de venir prendre place. Vous avez un micro, oui. Alors, merci d'être là. On va commencer avec Bernard. Bernard, Catherine et ensuite Boromir. La première question, qui est fort simple, on aimerait seulement que vous réagissiez à la synthèse de l'ouvrage qui traite des enjeux associés aux stratégies de gestion du partage de l'espace public. Donc, quelles sont vos premières réactions? Après ça, on engagera la discussion sur les derniers éléments que Michel a amenés sur la question de l'organisation des personnes marginalisées. Alors, Bernard, on va vous donner à peu près 5 minutes chaque, puis ensuite, on continue. Bien, merci. Dans ma présentation, je veux quand même faire un retour quand même historique. Ces travaux-là qu'on a faits au sein de cette équipe à laquelle j'ai eu le plaisir de collaborer datent quand même du début des années 2010, où justement, comme disait Michel, on repartait dans ce spectre de la dilution sur lequel je vais particulièrement m'attarder pour maintenant. Fait que je voulais qu'on puisse faire cette perspective-là aussi, puis ce cheminement-là, parce qu'il y a quand même eu du chemin qui a été fait depuis 10 ans, je crois. Puis aussi, on est dans un contexte d'une campagne électorale, donc il y a peut-être des choses à adresser, particulièrement en lien avec ça. Fait que je veux juste dire que je suis quelqu'un qui est quand même très parlable. Je suis très ouvert. Je crois beaucoup encore en une cohabitation sociale harmonieuse. Je crois encore à ces lieux où cohabitent, où discutent différents acteurs qui n'ont pas de prime abord des intérêts communs. Je considère la ville de Montréal, par exemple, à certains moments, ou les services de police, comme mon ennemi objectif. Ceci dit, je suis toujours en mode d'ouverture. Une fois ce dit, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des choses crues à dire. Et je pense aussi qu'il faut tenir compte, puis c'est ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui, de celles qui n'ont pas souvent voix au chapitre. Un intérêt fondamental qu'il y a justement dans l'étude, c'est, je vais piquer une idée que m'a donnée Michel Parazelli il y a probablement une dizaine d'années, c'est qu'il disait, tu sais, il y a toujours un partage de l'espace public, mais le fait qu'il y ait un partage, ça ne signifie pas qu'il soit équitable. Et là, je me suis dit, tu mets ça sur la table, tu viens de partir. D'ailleurs, je suis surpris, Michel, que tu ne l'aies pas dit. Pour moi, ça m'a lancé complètement et je pense que c'est le point de départ à une réflexion très critique sur la situation. Pour moi, il y a une grande richesse dans ce schéma, justement, synthèse autour des repères normatifs et des pratiques de gestion. Je tripe particulièrement sur l'axe horizontal, celui qui se situe entre l'univers éco-sanitaire et démocratique. C'est intéressant, c'est vraiment bon. On devrait se retrouver autour d'une table, différents types d'acteurs, puis mettre sur un papier comment on voit chacun des autres acteurs sur le spectre et comment on se voit nous-mêmes. Et là, après, on lance les papiers et là, la discussion commence. On pourrait s'obstiner longtemps, mais on pourrait peut-être essayer de faire un chemin et sortir un petit peu de nos limites. Peut-être que vous ne me verriez pas tant que ça dans le rassemblement. Peut-être que le policier devant moi, il est loin d'être dans le critère d'expulsion ou de repoussement. En tout cas, je pense que c'est un bon départ. Puis moi, je pense que c'était ça. C'est un cadre d'analyse qui est vraiment nouveau, puis qui peut aider à faire beaucoup de chemin, surtout pour réconcilier des opinions ou des intérêts en apparence irréconciliables. On peut aussi faire un bon bout de chemin, j'imagine, avec ça. La contribution fondamentale, par contre, qui est là, puis c'est ça qu'on va beaucoup plus aborder, c'est toute la vision qu'on peut se faire en parallèle des personnes en situation d'itinérance et des impacts de celles-là. Au début des années 2000, je dirais, on était alors à peu près inconscient des torts, des rafles policières, entre autres, et de l'émission très forte des contraventions dans l'espace public. On s'en est rendu compte progressivement à partir de là. On ne se rendait pas compte à ce moment-là à quel point on faisait face à la réalité de l'expulsion. Quand on a démarré beaucoup les travaux de l'étude, je pense qu'on rentrait beaucoup dans la réflexion autour de, comme disait Michel tantôt, de la dilution. Que j'apparenterais quand même à une certaine nouvelle ère dans laquelle on était aussi à cette époque-là, un genre de paradigme basé sur la discrimination.
C'est-à-dire qu'on n'abordait plus la question des enjeux de l'espace public uniquement en termes de la contravention, qui était vraiment le symbole de l'expulsion, mais le mot profilage social avait été prononcé. Les débats autour de la question de son existence étaient là. On avait, à la fin des années 2000, la Commission des droits de la personne qui avait émis un avis sur la présence du profilage social concernant les personnes judiciarisées itinérantes. On avait même, un début des années, en même temps qu'on a commencé à travailler, un maire, Gérald Tremblay à l'époque, qui dit « Le profilage social, c'est tolérance zéro à Montréal ». C'est une appellation très intéressante parce qu'habituellement, moi, l'appellation tolérance zéro renvoie davantage à la criminalisation de la pauvreté et à la sphère, justement, de l'expulsion. Ceci dit, c'était une récupération intéressante du mot. Et un peu plus tard, même en 2012, on a eu le service de police de la ville qui a sorti un nouveau plan, un plan stratégique, justement, en matière de profilage racial et social. Bref, au moment de la dilution, au moment du spectre de la question, du débat autour de la discrimination, on pouvait voir qu'on était en train de basculer vers justement l'imaginaire démocratique. Pour moi, avec la dilution, on se dit un peu plus inclusif. On dit vouloir donner une place, certes conditionnelle, mais une place quand même aux personnes marginalisées et vulnérables. La dilution renvoie aussi à toutes les initiatives qu'on a parlé un petit peu de revitalisation des espaces symboliques, comme ça va peut-être arriver un jour quand le carré Vigée va être terminé ici, par exemple à Montréal. Je donne les exemples de Montréal, le Square Cabot et le parc Émilie-Gamelin. Certes, avec aussi des projets sur place pour revitaliser les lieux, mais aussi pour impliquer les personnes en situation d'itinérance. Le problème, c'est que et c'est ça qui est intéressant avec ce qu'on aborde de la dilution dans l'étude, c'est un peu plate aussi à dire, c'est que la dilution laisse aussi entendre qu'on dilue, qu'on écrase ou encore qu'on finit par la force des choses à tâcher les personnes en situation d'itinérance en se réappropriant les espaces. Puis en même temps, on est en train de dire « Ah ben vous êtes les bienvenus, venez, venez, on vous attend ». Juste vous rappeler, dans mon ancienne vie, quand j'étais justement au RAPSIM, au Réseau d'aide aux personnes seules itinérantes, il faut que je raconte juste une petite anecdote. J'ai participé à une entrevue au 15-18 à la radio de Radio-Canada. Et c'était vraiment frappant. Parce qu'on entendait la chroniqueuse culturelle nous parler du lancement des fameux jardins Gamelin, où on présentait une toute nouvelle programmation avec plein d'éclats, les lumières, les flashs et tout. Puis on n'arrêtait pas d'entendre la chroniqueuse dire à quel point c'était beau sur place. De retour en studio, la chronique terminée, on faisait place au rabat-joie du communautaire, moi, qui était là pour rappeler les enjeux de cohabitation sociale et les dangers potentiellement associés à la dilution. Le contraste était particulièrement frappant. Comme on signale bien dans le livre, je pense qu'un aspect justement de la dilution consiste en une stratégie souvent très soutenue de contrôle des comportements des personnes marginalisées. Ça fait en sorte que jamais eu autant d'interactions, d'interpellations auprès des personnes, qui ne se traduisent pas toujours par un constat d'infraction, mais qui a tellement d'interactions que ça favorise une intervention toujours soutenue et évidemment avec plusieurs constats d'infraction qui sont encore donnés aujourd'hui. En d'autres termes, certains de mon milieu communautaire vous diront qu'il n'y a jamais eu autant de policiers dans nos espaces publics puis que ça peut faire encore partie du problème aujourd'hui. La dilution qu'on vivait à l'époque, et je pense qu'on vit encore aujourd'hui, puis c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on est encore, à mon sens, au stade de la dilution, et il n'y a pas lieu, on pourrait continuer à aller vers la droite davantage et à aller plus vers le rassemblement et vers un imaginaire démocratique beaucoup plus épanoui, montre qu'on a encore beaucoup d'enjeux qui n'ont pas été encore adressés. Alors, on aura l'occasion de reparler peut-être un petit peu plus justement des possibilités et des recommandations. Mais pour moi, c'est encore sur les personnes itinérantes qu'on fait porter le fameux fardeau de la preuve, le poids des décisions politiques, puis le poids des plaintes, tout en cherchant à éviter l'appellation de profilage. On en est encore très loin de l'inclusion et des personnes en situation d'itinérance, puis justement du spectre du rassemblement auquel on peut, comme société, aspirer. Merci. Merci Bernard. On va enchaîner avec Catherine Giroux du CIUS Centre-Sud. Bernard, tu peux prendre le micro. Donc, bonjour. Je n'ai pas préparé un aussi beau texte que Bernard, mais dans le fond, je vais réagir justement. Dans mon travail, mes équipes, nous, on est au cœur de la gestion des programmes qui viennent en soutien aux différents partenaires qui travaillent auprès des personnes en situation d'itinérance. Donc, quand j'ai lu le chapitre 7 particulièrement, j'ai vu immédiatement une panoplie
de services, d'activités, de situations qui se passent, et même qui se passent très récemment depuis la COVID. La cohabitation, les enjeux de cohabitation ont explosé dans les 18 derniers mois, rendant l'invisible visible, c'est-à-dire que les personnes qui étaient en situation d'itinérance, qui pour une grande majorité se trouvaient des stratégies pour aller dormir chez une personne, chez l'autre, se sont retrouvées sur le trottoir à la fin du mois de mars, sans aucune ressource où aller. Et ça s'est passé dans plusieurs secteurs de la ville. Nous, il y a des quartiers qui nous appelaient et qui nous disaient « Hey, il y a des sans-abri chez nous, on ne les avait jamais vus. Ils sont sur le trottoir, qu'est-ce qu'on fait? » Donc, c'était vraiment, ça a rendu visible l'invisible et c'est tombé dans le spectre de la cohabitation. Pour la cohabitation, les enjeux qu'on voit beaucoup, c'est d'abord la question, mais pourquoi sont-ils là? Qu'est-ce qui fait que les gens sont dans la rue? Puis je pense que c'est cette vision-là, de cette compréhension du monde qui nous amène à déployer justement ces stratégies-là de gestion. Et souvent, nous, on est confrontés, moi, je viens du réseau de la santé, puis pour nous, la cohabitation relève, bon, je vous en parlerai plus tard, mais relève vraiment d'un rôle puis d'une responsabilité de la Ville de Montréal. Et notre grande confrontation d'idées se base sur, oui, mais il y a des enjeux de cohabitation parce qu'il manque de logement. Donc, le logement, ville, faites quelque chose. Et la Ville de nous répondre, oui, mais c'est des gens qui ont des gros problèmes de santé, pour la plupart, soit qui sont vieillissants, maladies chroniques, problèmes de santé mentale, problèmes de consommation. Donc, c'est de votre faute à vous, la santé, s'ils sont là. Et on n'en sort jamais de cette vision-là. Alors que, bon, nous, effectivement, on essaye de mettre en place des stratégies avec différents partenaires pour sortir de cette confrontation-là d'idées, de lunettes, de pourquoi c'est comme ça. Quand je lisais plus loin les différents imaginaires, c'est clair que pour nous, en tout cas dans le réseau de la santé, ce qui ressort, c'est qu'on est vraiment dans l'imaginaire salutaire. C'est comme clair. Donc, je trouvais ça assez intéressant à lire. On est là pour... Les gens ont le droit à des services, il faut les prendre en charge, il faut leur donner des soins. Donc, on est beaucoup dans cette défense-là. Donc, c'est sûr que ça vient poser un clash des fois avec justement une vision... Peut-être que je des préjugés, mais des visions, par exemple, de partenaires comme d'autres institutions qui vont être plus dans l'imaginaire éco-sanitaire, comme la Ville de Montréal, par exemple, quand ils ont certains enjeux avec des citoyens qui s'approprient quand même leur quartier, puis ils ne comprennent pas pourquoi leur quartier, tout d'un coup, il n'est plus à l'image qu'il voudrait être. Et au même titre aussi que quand on parle maintenant avec des organismes de défense de droits, qu'eux autres vont être vraiment dans une vision d'un imaginaire démocratique, là, on est complètement dans une autre vision de laisser la place, le droit de citer, qu'on ne parle pas souvent, mais le droit de citer que les personnes en situation d'itinérance perdent et qu'il faut qu'ils se battent pour se réapproprier. Donc, on est vraiment souvent dans ce triangle-là de confrontation, de vision. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Peut-être pour revenir sur les différents types dans votre grille, là, bon, d'invisibilisation, visibilisation, transformation. J'ai de la misère avec ce mot-là. Peut-être pour vous donner des exemples un peu plus à jour. Au début de la crise COVID, quand les gens se sont justement ramassés sur le trottoir, les itinérants étaient des dangers qu'il fallait qu'on cache, qu'il fallait qu'on isole, parce qu'au cas où ils transmettent le virus à tout le monde dans le métro. On l'a vécu. Qu'il a fallu se grouiller pour trouver des solutions parce que tout le monde avait peur des itinérants. Et oui, effectivement, il y a quand même des gens qui ont agressé. On l'a vu, des itinérants qui ont agressé des gens parce qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus d'argent liquide, il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait plus rien à boire. On a vu des gens assoiffés sur le trottoir en avril. On n'avait jamais vu ça à Montréal. Il y a eu des gens qui s'énervaient. Donnez-moi de l'argent, je suis en manque de drogue. Il n'y avait plus de drogue dans les rues. C'était catastrophique. Donc là, il a fallu réagir au niveau de la cohabitation pour répondre à ça. Puis on était vraiment dans l'expulsion des gens sur le trottoir. Il fallait les enlever de là. Après ça, bien, on a trouvé une nouvelle stratégie. Il y a des besoins dans les quartiers périphériques. Il faut ouvrir des ressources dans les quartiers périphériques. Donc là, on a poussé, ouvrir des ressources dans les quartiers périphériques. Il y a des besoins partout, il faut répondre, ce n'est pas juste au centre-ville. Pour se rendre compte que il y a des besoins partout, puis en fait, dans les faits, l'itinérance n'était juste pas adressée comme il faut. Donc, on n'était pas tant dans le repoussement, même si ça peut paraître ça en quelque part, que dans offrons des services là où les gens en ont besoin parce qu'ils étaient cachés.
mais tout en se rendant compte qu'au centre-ville, les enjeux de cohabitation sont de pire en pire. On va parler, par exemple, de Square Cabot avant. On parlait de la place des Arts ici avant, mais maintenant, ce n'est plus la place des Arts, c'est Milton Park, pour ceux qui suivent l'actualité. Et Milton Park, c'est quoi le gros problématique derrière ça? Bien, c'est plus non plus la même population. On parle de gens autochtones, inuits, issus des Premières Nations. Donc, les enjeux sont encore plus complexes. On ne peut pas juste parler d'enjeux de cohabitation, il faut parler d'enjeux de colonialisme, il faut parler d'enjeux de patriarcal aussi pour les femmes qui vivent là, d'enjeux de pauvreté liés au capitalisme. Le logement est de plus en plus cher, puis on en veut en moins des pauvres. Fait que toute cette vision-là aussi vient teinter la gestion des services. Puis, si on va plus loin, bien, après ça, on a essayé de mettre en place des offres de services structurantes. OK, il y a des enjeux, des gens dans la rue, il faut leur offrir des services plus structurants. Ils ont droit à des services. Donc, quel genre de services on va mettre en place? On va les accompagner en logement. On va leur donner des services de réinsertion, des wet services. Là, on est parti là, sur vraiment quels services les plus adaptés pour répondre aux besoins des personnes. Mais tout en étant pris dans des programmes habituellement créés par des milieux institutionnels qui mettent des normes de, il faut qu'ils retrouvent un travail, il faut qu'ils soient rentables, il faut qu'ils redeviennent des bons payeurs de taxes. C'est ça, des programmes institutionnels. Donc, c'est sûr que quand ça arrive sur le terrain, on fait, oui, mais ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui ne veulent pas retourner travailler à 55 ans quand tu es épuisé puis tu as passé 15 ans dans la rue. Tu ne veux pas retourner travailler. Pourquoi on oblige? Pourquoi on doit obliger les gens à redevenir rentables? Donc, c'est toute cette question-là de c'est quoi la volonté des gens? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on les écoute vraiment? Ou on est des bien-pensants pour régler les enjeux de cohabitation sociale? Donc, c'est ça. Puis après ça, on est en train de prendre justement une tangente, d'écouter les gens. Puis, OK, comment au niveau collectif, on pourrait laisser les gens s'organiser? Il y a eu cet été, au début de l'été, ça n'a pas eu lieu, mais il y a quand même eu des réflexions sur comment organiser comment auto-gérer des sites de tente, par exemple, par et pour les personnes en situation d'itinérance. C'est toutes des réflexions. Puis, c'est venu confronter beaucoup d'idées, cette idée-là d'autogestion de tente, même au niveau sanitaire. La santé publique a pris une position claire et ferme. Il y a des enjeux de santé publique à laisser des tentes s'organiser. Donc, il y a toutes ces... Oui, j'ai fini. Donc, vous voyez, c'est vraiment le spectre. Là, dans les 18 derniers mois, on est passé au travers, je vous dirais, dans la création, la gestion de programmes. En tout cas, moi, je trouve vraiment intéressant là, cette analyse-là, cette grille d'analyse-là qui est offerte. Vraiment, bravo pour le travail, tout le monde. Merci. Alors, on va revenir tantôt sur la question de l'auto-organisation, l'autogestion des personnes itinérantes. Là, j'aimerais ça voir comment vous avez été, confronté à ces éléments-là du côté du Centre-Sud. Alors, le dernier intervenant, parce qu'on va revenir dans un deuxième temps avec les Bernard et Catherine. Catherine, oui. Alors, Boromir Vallée-d'Or, qui est coordonnateur du réseau Solidarité Itinérance, et moi, personnellement, ça me fait un grand plaisir et une petite fleur de pouvoir présenter Boromir et présenter aussi le réseau Solidarité Itinérance du Québec, parce que c'est une folie qu'on avait eue au REPSIM autour de 97-98. On avait sauté sur une occasion à l'époque, parce que moi, avant d'être organisateur communautaire, j'étais coordonnateur du réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal. Et la folie, c'était de créer un réseau québécois parce qu'on commençait justement à voir des phénomènes d'itinérance dans des villes industrielles qui avaient été carrément décimées durant les années 80. On pense, par exemple, à Drummondville, on pense à Sherbrooke, on pense à Chicoutimi, Rouyn-Noranda, des villes qui étaient des grosses villes industrielles auparavant. Et à un moment donné, on a commencé à voir surgir des phénomènes de jeunes de la rue. Et là, on avait commencé à essayer de se réseauter sur une base québécoise sans argent. Et on avait sauté sur l'occasion. On avait eu une subvention d'une fondation torontoise pour organiser un colloque et qu'on avait intitulé « L'itinérance sur la carte ». Et c'est la première fois que des intervenants du Québec, partout au Québec, pouvaient prendre la parole et commencer à regarder comment on pouvait travailler la question de l'itinérance sur l'ensemble du Québec.
Alors, Boromir est maintenant coordonnateur, et là, juste une petite anecdote aussi, je ne sais pas s'il veut que j'en parle, mais je vais le faire quand même. Daniel Dard, le père de Boromir, faisait partie du comité de fondation du Réseau Solidarité Itinérance. On a fait les 400 coups ensemble auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. J'ai été vraiment agréablement surpris de voir que Boromir est maintenant coordonnateur du Réseau Solidarité Itinérance. Alors, Boromir, qui est à Québec, tu vas nous donner tes réactions à la communication de Michel. Et dans un deuxième temps, je vais te demander d'entamer tout de suite la réflexion sur la question des organisations de marginalisés. Et après ça, on viendra avec Catherine et Bernard. À toi la parole. Bien, quelle présentation! Merci René. Sachez que c'est un honneur pour moi là, d'être ici ce soir avec vous à différents égards. Là, puis, je suis heureux de voir qu'il y a une aussi forte participation, que les enjeux de cohabitation génèrent autant de curiosité aussi, d'intérêt. J'ai des grosses chaussures à chausser aujourd'hui, hein, on l'a nommé tantôt, je remplace Frédéric et Jimena, puis d'ailleurs, je n'ai pas la prétention de les remplacer, hein, je vais essayer de contribuer du mieux que je peux et en toute humilité aussi. D'ailleurs, dans mon exposé, je vais me permettre de citer quelques éléments qui m'ont marqué, puis aussi de faire un retour pour faire écho là, à mes expériences passées. Pour situer mon propos, je pense que c'est important de mentionner qu'à une certaine époque, j'ai occupé un poste d'intervention très spécial dans le quartier Saint-Roch à Québec, qui est le poste d'agent de mixité, en fait, qui est un poste qui est un rôle d'intervention qui se déploie dans l'espace public, tout comme le travail de rue fait, mais avec comme cible d'intervention les dynamiques de cohabitation entre les groupes sociaux. Donc, mon propos va être baigné là, de cette expérience-là passée. Pour moi, le chapitre 7, qu'est-ce qu'il nous offre? Puis je rejoins aussi mes deux collègues là, à ce propos-là. En fait, c'est une typologie que je dirais même crédible parce qu'elle est appuyée par différentes recherches qui nous permet trois choses. Tout d'abord, situer l'impact des interventions qui ont été faites par le passé. Donc, dans ce schéma-là, au niveau des imaginaires, mais aussi au niveau, là, est-ce qu'on est plus dans le rassemblement, l'expulsion, etc. Donc, d'une part, situer ce qu'on a fait, le livre a pu le faire. D'un autre côté, situer l'impact des actions qu'on fait actuellement. Puis j'ai trouvé ça intéressant quand ma collègue Catherine elle a commencé à faire cette réflexion-là. Où est-ce qu'on se situe dans ça, etc. À nous de nous poser la question actuellement à ce niveau-là. Puis ce que je trouve vraiment important, par contre, c'est que ça nous permet en troisième lieu de nous entendre concernant des objectifs qu'on souhaite atteindre quand on déploie des interventions en lien avec les enjeux de cohabitation. Donc, souvent, on va regrouper des acteurs sociaux de différentes académies autour de cet enjeu-là, puis ça va nous permettre d'avoir un outil pour se poser la question vers où on veut aller aussi par rapport à ça, puis développer une vision commune. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Expérience passée encore une fois, mon mémoire de maîtrise que j'ai terminé l'année dernière visait justement à explorer puis mieux comprendre l'intervention que je vous ai parlé plus tôt là, de l'agent de mixité qui se déploie en lien avec qui vise les dynamiques de cohabitation dans l'espace public. Donc, c'était vraiment d'explorer et mieux comprendre ça. La lunette d'analyse que j'ai utilisée à ce moment-là, je vais faire attention pour ne pas dire n'importe quoi parce qu'Annie Fontaine qui me supervisait est là. La lunette d'analyse que j'ai utilisée à ce niveau-là, c'est l'interactionnisme symbolique. C'est comme une loupe sur les interactions très spécifiquement dans le quartier qui vise à mieux comprendre les faits sociaux, comment ils se construisent au fil des échanges, des rencontres, des interactions entre les acteurs sociaux du quartier visé. Ça permet de mieux comprendre les intérêts, les perceptions que les gens ont au niveau de différentes réalités, mais aussi de se rendre compte que des fois, c'est très hétéroclite, puis les intérêts, les perceptions qu'on peut voir, en fait. Donc, je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Puis un constat qui est ressorti, c'est qu'il y a un déficit démocratique chez certains groupes dans leur capacité à s'organiser, mais aussi à alimenter les discussions, les débats publics. Puis bien évidemment, vous vous doutez quel groupe qu'on parle à ce niveau-là. Il s'agit bien évidemment des personnes en situation d'itinérance. Donc, malgré le fait qu'ils soient très visibles dans l'espace public, ils sont moins dans l'espace un peu politique
ou des consultations, etc. Des fois, on réussit de façon très spécifique à aller chercher leur voix dans le cadre d'une consultation ou quoi, mais clairement, il manque quelque chose de plus de les aider, de leur permettre de s'organiser de façon plus long terme pour qu'ils puissent valoriser leur voix, en fait. J'aimais beaucoup là, quand Mme Bello elle parlait justement quand la judiciarisation et la revitalisation nous permet de nous interroger sur la production d'un ordre social urbain imposé plutôt que négocié qui tend à exclure et discriminer les populations les plus pauvres et plutôt que de les inclure. Donc, évidemment, s'ils ne sont pas autour de la table pour négocier cette norme-là, ils ne seront pas pris en considération. La semaine dernière, pour ceux qui sont au courant, c'était le 100e anniversaire de Paulo Freire, donc le père de la conscientisation. Puis j'étais à une conférence justement à cet égard-là. Puis tout au long des prises de parole, j'ai vraiment senti ma fibre idéaliste vibrer là, à plein régime. Je me disais, Colin, en itinérance, est-ce qu'on devrait renouer un peu plus avec la conscientisation, l'approche que Paulo Freire proposé. Je lance la question, en fait, là, je n'ai pas la réponse dès maintenant, mais j'ai l'impression que ça pourrait être un outil pour nous permettre d'arriver à un imaginaire démocratique. Puis je sors de la question de la cohabitation pour aller vers la construction du sens. On n'en a pas parlé là, dans la présente exposée, mais je pense que j'aimerais ça quand même aller vers là. J'ai l'impression que si on atteint une forme d'imaginaire démocratique, après, quand il va être le temps de déployer des interventions en itinérance, autant en lien avec la cohabitation que pas, ça va nous forcer d'être dans une logique de construction de sens, en fait, avec les gens. Donc, puis pour le contraire de construction de sens, de construire le sens, c'est comme la fameuse logique d'utilité éthique des résultats qui tend à gérer les personnes comme des choses, des statistiques ou des ressources. Là. On a placé tant de personnes en logement, tant de personnes réinsérées à l'emploi, tant de personnes réétablies, comme toujours en termes de statistiques à atteindre, etc. J'ai l'impression que la construction du sens nous permet d'entamer un dialogue justement avec ces personnes-là pour savoir vers où ils ont envie qu'on aille avec eux. Donc, à différents égards, j'ai l'impression que ce serait intéressant et que ça nous sortirait de la logique de performance aussi qui, au final, puis d'atteinte de résultats, puis que c'est ça qui crée la désaffiliation au final. Puis à Québec, là, juste pour, je vais essayer de l'illustrer de façon plus précise possible. Il y a une fresque qui a été faite au centre-ville qui était très parlante pour moi. D'un côté, on a une longue échelle avec des hommes d'affaires qui grimpent dessus, l'échelle sociale, puis une fois rendus en haut, qui regardent en bas comme maître du monde, mais il y a aussi des gens qui tombent en bas de cette échelle-là. Puis en bas, il y a un filet social de personnes qui sont prêtes à les accueillir une fois qu'ils tombent, qui ne réussissent pas à atteindre justement ce qu'on attend d'eux ou qu'ils ont des ruptures dans leur vie, finalement, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui sont au sol pour les accueillir. Pour moi, c'est clair que le milieu communautaire fait partie de ça. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que les gens, on ne les remet pas dans l'échelle pour les rétablir. On ne veut pas qu'ils retournent là. C'est justement cette échelle-là qu'ils ont fait tomber. À la place, on va ailleurs, on travaille avec eux pour voir vers où il va aller, qu'est-ce qui créerait du sens. Puis il y a Christian Gagnon de Trek Jeunesse cette semaine qui me parlait aussi, quand on tombe dans une logique de coproduction comme ça, des actions attendues, c'est comme si tout d'un coup on était dans la reconnaissance des compétences cognitives et sociales de ces personnes-là. Donc, on reconnaît leur capacité à faire des choix, puis nous, à les accompagner vers ça. Donc, on change de paradigme aussi. Citation que j'ai trouvée fort intéressante dans le livre de Michel. Comment mettre fin à l'itinérance en n'abordant pas la complexité des nœuds psychosociaux et affectifs que les personnes ont vécus dans leur trajectoire biographique? Comment lutter contre l'itinérance en ne travaillant que sur l'adaptation comportementale et superficielle des personnes au contexte de performance, de compétitivité et de concurrence actuelle, sans considérer que ce même contexte participe à créer ce type d'inégalité? Donc, à titre personnel, ma réaction, ça renforce la lecture du livre, de ce chapitre-là, ça renforce chez moi le fait que j'ai envie d'incarner, d'être un professionnel qui fait la promotion de l'imaginaire démocratique, puis qui, à terme, espère que ça va nous amener dans une posture de création de sens avec les personnes.
Merci. Merci beaucoup, Boromir. Alors, on va enchaîner. Alors, ce qu'on va faire, on va donner la parole à Catherine et Bernard, quelques minutes chacun, puis on va vraiment s'exprimer sur la question. Nous, on la pose quasiment comme une nécessité, la question de l'organisation des personnes marginalisées. Ensuite, la parole est à vous, c'est-à-dire que vous, de la salle, dans un premier temps, vous pourrez prendre le micro. Et là, je ne sais pas s'il commence à avoir des questions ou des commentaires par chat. Moi, je vais être en lien avec Valérie tantôt. Et s'il y a des gens par Zoom qui ont envoyé des questions par chat, on pourra les entendre, on pourra en discuter. Alors, Catherine, la parole est à toi. Je vais vous expliquer un peu le contexte de mon mandat au travail. Au niveau du service régional de l'itinérance pour Montréal, au Centre-Sud, nous, on doit orchestrer, coordonner la gouvernance régionale des acteurs intersectoriels, donc l'ensemble des partenaires qui travaillent en itinérance. Donc, c'est plate, je n'ai pas d'organigramme, c'est assez complexe, mais on réunit l'ensemble des acteurs, donc que ce soit le réseau de la santé, la ville, les organismes communautaires, Service Québec, secrétariat aux affaires autochtones, l'éducation, donc tous les différents ministères signataires du plan d'action interministériel en itinérance. Et ce qu'on se rend compte, c'est que nous, au cœur de l'animation, on aperçoit justement toutes ces visions-là de la gestion des programmes, de la vision. Et notre objectif, nous, c'est de toujours s'assurer de ne pas oublier la personne, de ne pas oublier les personnes en situation d'itinérance qui, au bout, c'est elles qui ont besoin de services, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin qu'on réponde à leurs attentes et leur vision du monde. C'est ça. Et souvent, on l'oublie, ce petit bout-là. Nous, dans notre structure de gouvernance qu'on a mis à jour récemment, on l'a repris avec différents axes. Et un des axes, c'est la cohabitation sociale et les enjeux de judiciarisation. Comme je disais tantôt, pour nous, c'est porté par la Ville. Donc, c'est vraiment la Ville de Montréal qui organise ces rencontres-là avec différents partenaires, les différents groupes. On a d'autres comités. Et dans ces autres comités-là, on a des comités consultatifs aussi. Donc, on va avoir un comité pour les femmes, comité jeunes, comité autochtone, qui sont, entre autres, là, principalement des organismes communautaires qui siègent sur ces comités-là. Puis, on veut assurer d'avoir la voix de l'ensemble des acteurs. Il y a un nouveau comité consultatif qu'on veut mettre en place, qu'on n'a pas mis encore en place parce que ça prend beaucoup de doigté, il faut aller chercher de l'expérience, mais c'est un comité pour les personnes ayant un vécu expérientiel en itinérance. On souhaite les intégrer dans notre structure décisionnelle. C'est quand même une structure décisionnelle qu'on a qui va orienter les prochaines actions du prochain plan d'action régional. Et on veut trouver une façon d'aller chercher la parole des gens, soit qui sont en situation d'itinérance ou qui l'ont déjà vécu. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'on s'enligne vers les bonnes choses. Donc, c'est là que je vais en faire le lien sur la structure de gouvernance qui au final, c'est des programmes, puis la cohabitation sociale, bien qu'on ait quand même des voix d'organismes de différentes tables, on va s'assurer de voir, y a-t-il un petit pas de plus qu'on peut faire pour mieux rejoindre les personnes puis s'assurer que leurs voix sont entendues quelque part quand on prend des décisions. Donc, voilà, c'était le petit ajout que je voulais faire. Oui, je voulais aussi revenir sur cette question-là. Peut-être juste avant, aborder peut-être ces notions. Je me rappelle quand on s'est penché puis qu'on a fait l'étude qu'on a commencé au début des années 2010, on a posé la question de la participation des personnes, mais aussi on cherchait des lieux où seraient abordés les enjeux notamment de cohabitation parce qu'il n'y en avait pas tellement à ce moment-ci. Je dirais que depuis quelques années, on retrouve des espaces où il y a des stratégies qui sont développées pour favoriser la cohabitation ou encore pour valoriser la consultation et la participation citoyenne des personnes marginalisées. Il faut quand même donner, puis on est dans le cadre électoral, fait que ça vaut la peine d'en parler, il faut quand même donner aux 2 dernières administrations municipales un intérêt et une valorisation. On a nommé l'inclusion des personnes
sans-abri. On a nommé la nécessité de trouver des lieux de cohabitation, chose qu'on n'avait pas nécessairement vue avant les 2 dernières administrations municipales. La façon de le poser ou la façon de faire face à ça, c'est une autre histoire. Ces 2 mêmes administrations municipales-là l'ont aussi bien eu à la dure quand est venu le temps d'expérimenter le domaine. Je pense entre autres en essayant de viser l'inclusion des personnes, tout en multipliant les chantiers qui touchent justement les espaces où avaient élu domicile plusieurs de ces personnes-là qui se retrouvaient rejetées. Ou encore, plus récemment, l'expérience de campement de fortune vécue, qui aussi n'est pas un meilleur exemple de réussite, on peut dire, de cohabitation sociale. Donc, on a quand même vu des initiatives se créer. Catherine vient d'en nommer une par le biais de cette espèce d'un comité de la cohabitation au sein de la nouvelle gouvernance actuelle. La question du profilage social aussi est nommée et mène vers certaines initiatives. On cherche. Il y a aussi un forum sur la cohabitation sociale qu'a tenu la Ville de Montréal il y a un peu plus d'1 an, qui devrait mener normalement un guide de conditions et de pratiques qui pourrait guider la mise en place de projets liés à la cohabitation sociale. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien. On a aussi beaucoup d'autres formes de questions, beaucoup de choses qu'on a pu imaginer faire. Mais je pense qu'il y a quand même une réflexion à se faire et peut-être que l'enjeu, justement, de la parole des personnes en situation d'itinérance, tout ça, devrait devenir un enjeu de campagne électorale. Le danger, bon, vous voyez, il y avait un débat qui était prévu, organisé notamment par des organismes comme le Réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal, avec les principaux candidats municipaux. Elles n'ont pas lieu. J'ai un petit peu l'impression de faire un peu la job de Serge Larreau en rappelant les réalisations faites par la Ville de Montréal un peu aujourd'hui aussi. Mais s'il y en a une qui pourrait être vraiment pensée, réfléchie et un chantier à approfondir vraiment, c'est d'élever la parole des personnes en situation d'itinérance. L'étude, ce qu'elle vient rappeler, l'étude qu'on a, puis le livre vient rappeler, va encore plus loin, c'est de dire, faisons des personnes en situation d'itinérance un interlocuteur collectif. Donc, alors que des assos de résidents, des sociétés de développement commercial, des services de police, des regroupements d'organismes. Comment on ne pourrait pas faire un regroupement de personnes itinérantes? Comment on peut voir l'équivalent de ce même interlocuteur-là assiégé sur les tables? Représentant, pas représentant, mais l'important, c'est d'aller de l'élever en termes d'interlocuteur collectif. C'est un excellent défi, c'est un excellent débat, mais il y a encore ici question de trouver une voie, mais aussi d'offrir à ces interlocuteurs-là de pouvoir peser dans la balance des décisions qui seront prises par la suite, notamment par nos décideurs. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le penser, mais il y a une chose qui n'a peut-être pas suffisamment été faite, c'est d'investir ce champ-là en essayant vraiment de mettre en commun toutes les expertises, les expériences qui ont été tentées et le faire avec les personnes de la rue qui ont vécu l'itinérance pour réfléchir à tout ça, pour valoriser différentes approches. Il y a des approches par et pour, il y a des approches, on parle d'un comité consultatif qui va se mettre et qui va intervenir dans la gouverne en itinérance à Montréal actuellement. C'est quoi le cadre qui devrait définir ça? Comment on le pense? Des espaces justement de consultation, quand il y a des consultations publiques. Hein? Comment l'Office de consultation publique pourrait s'assurer que les personnes qui sont dans la rue sur les enjeux d'espace urbain et d'espace public puissent être interpellées là-dessus. On n'a pas poussé cet angle-là. On n'a pas non plus financé tant que ça d'initiatives qui valorisent la participation citoyenne des personnes et créer des espaces pour réfléchir avec elles sur une meilleure manière de les inclure. Ça pourrait être un élément de campagne électorale très intéressant. Il ne faut pas non plus se leurrer. La personne en situation d'itinérance qu'on croise dans la rue ne voudra pas nécessairement qu'on lui parle. Comme bien d'autres, elle aura peut-être aussi d'autres chats à fouetter que de s'investir dans des lieux où on demande d'avoir son avis alors qu'elle peine à subvenir à ses besoins de base. Non, ce n'est pas facile. Puis il peut sembler y avoir d'autres choses qui sont plus urgentes, mais on n'a pas le choix de le faire, ne serait-ce que parce qu'on fait trop et qu'on dit trop à leur place. Je me rappelle de ce que disait mon ami M. B. En fait, ce qui est intéressant avec la participation citoyenne, quand on s'y plonge un petit peu, c'est que on se rend compte à quel point c'est un processus de longue haleine. Autant qu'on dit souvent que l'intervention sociale
à l'inverse de l'intervention policière, doit se faire sur du long terme avec les personnes pour les accompagner, pour s'assurer qu'ils sont rendus là et tout ça, alors que souvent l'intervention sociale en sécurité publique est une intervention rapide qui doit se faire tout de suite en réaliser les plaignants. Mais de la même manière, c'est la même chose, je pense, pour l'intervention avec les personnes en situation d'itinérance quand il s'agit de leur participation citoyenne, c'est que c'est un processus à long terme. Puis justement, je me rappelais de ce que disait M. B, puis M. B, c'est pas moi, c'est quelqu'un, vraiment, c'est un nom fictif ici, une personne qui a été dans la rue, puis pour un bout, puis qui m'avait vraiment appris des choses sur ces réalités, puis qui m'a aussi beaucoup touché. Il disait, plus tu t'enfonces dans la rue, plus ton vocabulaire baisse. À un moment donné, il y a à peu près juste 3-4 phrases que tu es capable de dire, juste à cause de l'habitude, à cause de la vie de rue, quand tu vas juste à l'essentiel. Donc, alors que la parole du monde de la rue est aussi importante, voire peut-être plus que la nôtre pour savoir comment on doit gérer l'espace public, qu'est-ce qu'on fait? Quels moyens on va prendre pour s'assurer que M. B, mon ami, qui a depuis le temps retrouvé un peu plus de son vocabulaire, puisse avoir enfin son mot à dire? C'est un peu l'enjeu, peut-être un très grand enjeu de notre campagne électorale, puis encore pour faire face au partage qui est encore trop inéquitable dans l'espace public montréalais. Merci Bernard, merci Catherine, merci Boromir. Maintenant, la parole est à vous. Il y a un micro en arrière si vous voulez intervenir, poser des questions. Michel, si tu veux dire aussi quelque chose pour compléter. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, des questions, commentaires? C'est le mutisme sur le Zoom aussi? Oui. Allez au micro. Bonjour. Ma question est, est-ce que on a compris qu'il y a une sous-représentativité des personnes itinérantes, mais est-ce qu'il y a assez de communication et de collaboration que j'appelle verticale et horizontale, donc entre les organismes à mission complémentaire qui travaillent sur ces enjeux-là, et entre le ministère, la municipalité, les arrondissements et des représentants des personnes itinérantes. Merci. Est-ce que tu peux te nommer, s'il te plaît? Je ne voulais pas prendre beaucoup de temps, c'est pour ça que je suis passée directement à la question. Mon nom, c'est Faten Kikanou. J'ai un PhD sur je viens de le terminer, sur les aménagements des milieux de vie des personnes vulnérables, particulièrement les réfugiés. J'ai été déroutée de découvrir des enjeux très similaires à ceux sur lesquels j'ai travaillé quand j'ai découvert le campement à Notre-Dame. Et j'ai fait beaucoup de connexions avec ma recherche. Actuellement, je travaille au CRC, c'est un centre de recherche au niveau collégial, et je travaille sur l'itinérance. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait une question sur le chat? On pourrait l'entendre tout de suite, puis après ça, je donnerai la parole aux panélistes. Oui, en fait, j'ai Mme Field qui probablement réagit à la dernière présentation et qui dit oui, pour s'assurer que les personnes en situation d'itinérance aient une voix, une place comme intervenant dans des instances décisionnelles, mais comment faire pour qu'il y ait une prise en compte de la diversité de leur situation, des diverses réalités vécues par les personnes en situation d'itinérance? On peut, je pense, répondre aux deux questions en même temps. Qui est-ce qui commence? Bernard? Il me semble que tu aurais des choses à dire là-dessus. Tu mets la tête sur le bio. Mais d'abord, pour la première question, je dirais que l'objectif, c'est qu'il y a eu, quand je parlais des 2 dernières administrations municipales, on a dit qu'on mettrait en place des espaces pour pouvoir mieux aller obtenir leur parole, en créant un poste de protecteur des personnes en situation d'itinérance aussi, qui est devenu commissaire par la suite. Il y avait une question de comment on pouvait faire cet espace de consultation-là. Comme l'itinérance, on est un peu dans l'urgence, dans sa gestion. On l'a vu en pandémie et tout. Je pourrais me faire l'écho de plusieurs collègues que je connais dans beaucoup d'organisations qui essaient de faire de la participation citoyenne, que c'est
tellement dur actuellement de rejoindre des gens. Si on regarde aujourd'hui, on a fait des approches pour essayer d'avoir des participants sur la rue, puis tout ça, et on n'a pas réussi. Ça montre à quel point que c'est vraiment un défi de tous les instants. Mais c'est que si on se donne un peu de temps et les énergies qu'il faut pour le faire, puis les investissements pour le faire, bien, c'est sûr que c'est rarement la première mission des organismes qui existent, mais si on se donne ces espèces de leviers-là, on va pouvoir le faire. Ah, ça, qui va participer à ces espaces-là quand on va les créer? On veut un interlocuteur collectif qui est en une situation d'itinérance, puis j'ai à côté, sans être un itinérante chronique, une personne qui est vraiment ancrée dans la rue, puis qui veut qu'on la laisse tranquille. Jusqu'à quel point on va pouvoir l'interpeller, la happer là-dedans? Bien, l'idée, c'est que le spectre, l'espace, il est là. Et il y a un cadre ouvert avec peut-être des lieux de délibération par et pour eux autres. Il y a un espace de vie. Il y a un peu de cash, où il y a de la bouffe, il y a quelque chose autour. C'est indubitable qu'il y a toujours quelque chose, tout ça pour aller à combler un peu le besoin primaire avec le besoin justement d'expression. Il y a un enjeu aussi de débat. Ça nous prend des Michel qui viennent vulgariser sa recherche pour mettre les gens dans ce minding de réflexion-là. Des gens qui sont peut-être encore proches de ce qu'était M. B au début, c'est-à-dire qui connaît 4 phrases. Donc là, c'est sûr que l'espace ne sera pas super, des plus ouverts en partant pour la personne qui est super ancrée dans la rue. Mais si on ne se force pas pour l'offrir, pour le créer, bien, ça ne marchera pas non plus. Puis je pense aussi, souvent, on le fait en parallèle pour l'avoir essayé de le faire. On essaie des fois de le faire en fonction de la réalité de notre propre organisation. Si on avait quelque chose de beaucoup plus collectif, inter-organisation, on irait chercher une pluralité. J'adore le projet de lieu d'accueil et d'implication, par exemple, de Cactus Montréal, qui s'appelle Plaisir, qui est extraordinaire, qui, pour moi, est probablement l'une des meilleures ressources où on peut avoir vraiment du monde qui se rejoignent, des utilisateurs de drogues injectables qui s'assoient puis qui discutent vraiment sur des enjeux beaucoup, qui vont dans les consultations, des choses comme ça. Mais c'est du monde associé à Cactus aussi. Si on est capable d'avoir une espèce de confrérie à travers plusieurs types d'organisations, on va le faire. Puis on va peut-être aller chercher des gens qui viennent sur une base pas régulière dans un organisme, mais qui veulent aller dans cet espace-là qui est commun, qui n'est pas associé non plus juste à une ressource ou à un type de population itinérante. Ceci dit, la personne encore trop fortement ancrée dans la rue, bien, je vais l'attendre dans 5 mois, dans 6 mois, puis je vais peut-être pouvoir lui offrir la même chose dans un an, de la même manière qu'un travail de rue peut travailler des mois et des mois avant d'accrocher quelqu'un, avant de lui donner l'idée d'avoir besoin de quelque chose, de s'inscrire dans une certaine forme de réintégration de rapport, de refaire le lien social que bien souvent, trop souvent perdu. Donc, pour répondre à la question sur les communications, de façon horizontale, transversale, dans tous les sens, quand il y a des enjeux de cohabitation, souvent, ça ressort en crise. Hein? Là, il y a plein de gens sur un coin de rue, là, il y a des citoyens qui se mobilisent, qui se plaignent, les commerçants se plaignent, il se passe toutes sortes de choses, et là, ça s'accumule jusqu'à temps que ça pète. Hein? C'est un peu ça. Les enjeux de communication sont là. S'il y a quelque chose à améliorer, c'est ça. Il y a tellement de paliers, tellement de gens impliqués, il y a tellement de gens qui voient des enjeux que d'autres ne voient pas, puis c'est pas nécessairement coordonné. Hein? Donc, parce qu'on change de secteur, on change d'arrondissement, on change de CIUS, on change de... les gens concernés sont rarement impliqués. On va voir, par exemple, des rencontres citoyennes. Il y a rarement un itinérant qui est là dans une rencontre citoyenne pour parler de sa situation. Donc, puis là, après ça, tu as les élus. Bien, pourquoi je n'étais pas au courant? Donc, tu as des élus municipaux, provinciaux, nationaux, fédéraux. Donc, c'est ça. Puis l'itinérance, en ce moment, je vous dirais que c'est devenu comme un sujet in. Il y a 10 ans, l'itinérance, personne n'en parlait. C'était catastrophique. Là. Tout le monde s'en foutait un peu de l'itinérance. Maintenant, tout le monde veut dire son mot. Donc, les citoyens lambda, là, hein, il y a des bonnes idées. Donc, c'est ça. Donc, les enjeux de communication dans un monde de communication. Donc, il y a des choses à améliorer.
Pour répondre à la question sur comment impliquer des personnes en situation d'itinérance ou ayant un vécu expérientiel dans des prises de décision avec des vécus tellement différents. Hein. L'itinérance, c'est une situation. Ce qui plonge les gens dans une situation d'itinérance, c'est tout. Hein. Il y a 15 millions de raisons qui font qu'une personne se retrouve à la rue. Donc, c'est sûr que c'est complexe, l'itinérance. Puis c'est complexe de trouver des solutions qui vont faire affaire à tout le monde. Mais un peu comme disait Jacques, je pense qu'il faut d'abord comme ouvrir, créer l'espace. Après ça, pourquoi ça n'a pas encore lieu, cet espace-là? C'est qu'il va falloir avoir des grandes réflexions éthiques sur comment on le fait, dans le sens qu'on ne veut pas utiliser les personnes. Il faut qu'on trouve une façon aussi qu'elles soient rémunérées pour le travail qu'elles font. Il faut trouver une manière de rendre ça en safe space, donc un lieu sécurisé. Donc, il faut aller, notre intention, c'est d'aller voir des organismes communautaires qui ont l'habitude d'aller chercher la parole des gens pour essayer d'aller chercher leur expertise, comment ils font. Ça prend un accompagnement aussi pour certaines personnes. Hein. Tu ne peux pas lâcher lousse une personne qui vient de sortir de la rue il y a 2 semaines dans un comité avec des directeurs et des sous-ministres. Là, ça ne marche pas. Là, c'est comme, elle va mourir là, la pauvre personne. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place avant d'y arriver pour s'assurer qu'on fasse ça comme il faut. Les conditions, il y a des conditions gagnantes à mettre en place. J'ai 2 personnes au micro. On vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Laurie Bacro, je suis organisatrice communautaire au RAPSIM en charge des dossiers liés à la judiciarisation. Merci beaucoup pour la présentation. Pour commencer, c'est sûr que là, je regarde le schéma en fait, qui est exposé devant nous ici dans la salle, avec d'un côté l'imaginaire éco-sanitaire, avec la marginalisation, la répression, l'invisibilité, puis de l'autre côté, l'imaginaire démocratique avec l'inclusion, la cohabitation, la visibilité. Je pense qu'on a là un bon argumentaire pour savoir vers quoi il est raisonnable de vouloir aller, dans le fond, en tant que société, et collectivement. Il y a plusieurs réflexions, dans le fond, qui me sont venues, puis notamment au niveau de l'intégration en fait, des personnes en situation d'itinérance. Avant d'aborder ce point-là, il y a quelque chose que j'aimerais souligner, dont on n'a pas parlé, mais c'est la question de la violence en fait, qui est exercée dans l'espace public pour les personnes. D'une part, l'affirmation du droit de cité, c'est-à-dire du droit des personnes à occuper l'espace public en tant que citoyen, en tant qu'habitant de la ville ou passant de la ville. Puis je pense que c'est important de le rappeler que c'est un droit qui est commun à toutes les personnes, dans le fond, qui occupent l'espace public, puis qui est trop souvent non respecté pour les personnes en situation d'itinérance. On en a parlé un peu tantôt, sans nécessairement parler de la violence que ça implique, mais effectivement, les pics anti-itinérants, les règlements de la STM qui empêchent de se coucher en fait, sur un banc. On sait spécifiquement qui vise en fait, ces règlements-là. Les règlements municipaux aussi qui ont fait beaucoup jaser à Montréal sur l'occupation de l'espace public. La judiciarisation qui s'entraîne pour des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer, on se le doute bien, et la surjudiciarisation des personnes. Je pense que tout ça, c'est autant d'éléments de violence, puis de rappeler dans cette partage-là de l'espace public. Tantôt, Catherine, tu parlais de patriarcat et de colonialisme, puis effectivement d'avoir en fait une approche adaptée en fonction des différentes populations et de pas y aller avec un tout uniforme dans le fond pour interagir en fait dans cet espace-là. C'est ça, fait que si vous voulez parler un peu après de la violence, en tout cas, je pense que c'est aussi un thème, puis des impacts dans le fond que ça peut avoir sur les personnes. Pour ce qui est de l'inclusion des personnes dans les différents espaces, puis je pense que ça a bien été mentionné aussi de pas tendre vers l'instrumentalisation des personnes, parce qu'il faut que ça réponde à un besoin de leur part et pas juste à un besoin de notre part, nous, personnes dirigeantes, entre nous. Fait qu'effectivement, de participer à des rencontres ministérielles, à des rencontres de regroupements nationaux, régionaux, etc., ça peut être lourd si on n'est pas formé. C'est pour ça qu'on parle de personnes ayant un vécu expérientiel en itinérance, qui peuvent avoir eu ce vécu-là il y a quelques années, être aux études dans telle ou telle thématique, puis être davantage outillés peut-être pour rejoindre dans le fond ces espaces-là de concertation et de décision. Mais il y a un point qui a été soulevé puis qui était quand même intéressant puis qui a beaucoup été mis sur la table, notamment à Montréal avec la question des campements. C'est toute la question de l'autogestion et de l'empowerment en fait des personnes. Et ça aussi, je trouve que c'est
c'est intéressant qu'au niveau des structures institutionnelles, dans le communautaire, ça fait longtemps que l'idée roule, qui est mise en place, dans le fond, en différents organismes. On a aussi le principe des pères aidants. Au niveau de l'institutionnel, l'inclusion des personnes qui est davantage valorisée, on essaie de le mettre en place, etc., dans des logiques de collaboration, mais peut-être moins de respect de l'autogestion qui est mise en place. Puis ça, j'ai l'impression aussi, c'est le next step, parce que on parle d'autogestion, on parle d'empowerment, on parle d'occupation de l'espace public, mais dès que ça devient politique, ça devient dérangeant dans l'espace public, et on voit qu'il y a davantage de répression, davantage d'interventions policières, dans le fond, quand il y a des initiatives politiques, comme on a pu le voir avec notamment le campement Hochelaga ou d'autres. Après, il y a 1000 interprétations et versions de l'histoire de ce démantèlement. Mais voilà, juste d'induire dans le fond la réflexion de la collaboration versus l'autogestion, puis de prise de pouvoir sur sa propre vie et d'organisation politique et de la tolérance ou non que ça peut engendrer dans l'espace public. Merci. Oui, puis en me promenant dans la région de Montréal depuis quelque temps, là, je me rends compte que ces questions-là de campement, de l'autogestion des personnes dans ces espaces-là, ça risque d'être quelque chose de très important pour les prochains mois, les prochaines années. Donc, effectivement, je pense qu'on peut le regarder comme étant un enjeu. Monsieur, vous vouliez intervenir? Je dis monsieur parce que j'ai oublié ton nom. Jean-Marie. C'est pas vraiment une question. J'aimerais ça, par contre, faire un commentaire sur l'ouvrage qui a été lancé. Parce que moi, je m'appelle Jean-Marie Tison, j'ai 61 ans. Je n'ai pas fait de hautes études. En fait, entre les années 90 et 2000, moi, j'ai connu plusieurs épisodes d'itinérance plus ou moins prolongés. Aujourd'hui, je suis considéré comme une personne à faible revenu. Autrement dit, je suis en situation d'assistance sociale continue. Autrement dit, je suis un BS. Mais évidemment, avec tout le discours et l'imaginaire éco-sanitaire qui vient avec ça, bien, tu sais, on dit maudit BS dans le fond. On dit on pense t'es profiteur. Ce qui fait que, contrairement à l'époque où j'étais dans la rue, maintenant, je suis devenu invisible dans l'espace médiatique. Comme à peu près 400 000 autres personnes qui, à moins d'avoir un logement social ou une allocation au logement, bien, sont toujours à ça de se retrouver dans la rue. Je sais bien que c'est pas juste la question du logement, puis je sais bien que le housing first, ça ne règle pas tout, mais quand même un gros morceau. Dans le livre, moi, il y a une expression qui m'a vraiment frappé, parce que c'est qu'on fait référence à la notion de violence structurelle, à celle de secret public. Bien, tout le monde sait que les dispositions actuelles de la loi sur l'aide sociale confinent les gens de misère abjecte. Ça s'appelle un secret de polichinelle, ça, par exemple. Alors, évidemment, on n'est pas là pour parler de ça, là. Mais avant de parler des conclusions qui mettent en opposition les stratégies d'invisibilité et de visibilité, et qui sont toutes des initiatives absolument... tu sais, je veux dire, moi, je lisais ça, je pleurais parce que la plupart en cours actuellement, là, la représentation, je pense à la clinique droit devant, qui n'existait pas à mon époque, là. Sac à dos, père aidant, oubliez ça, ça n'existait pas. Mais la clinique, surtout, toutes les déconvenus que je me serais épargné, ça existait. Ça, c'est dit, et là, je vais peut-être avoir l'air d'un gars qui dit une hérésie, étant donné que je suis la seule personne qui représente c'est bien correct qu'on veuille passer d'un imaginaire éco-sanitaire à un imaginaire démocratique, mais il y a quand même une chose que le livre met en lumière, M. Pazzarelli, je pense qu'il est cité dans le livre, je pense, c'est qu'à partir du moment où des élus se considèrent comme les propriétaires des espaces publics, puis qui considèrent que c'est leur devoir de mettre ces espaces-là en valeur, mais surtout dans une optique marchande, c'est-à-dire qu'en favorisant certains segments de la population, bien, c'est clair que les dés sont pipés. C'est comme, tu sais, c'est pas juste les itinérants, là, les personnes en situation d'itinérance là, qui payent le gros prix. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui croit ici, dans la salle, là, que si les 3/4 des bancs sur les rues Sainte-Catherine, Saint-Denis puis Mont-Royal ont disparu, que c'est à cause des itinérants? Ils ont servi de prétexte. Mais si vous croyez ça, bien, ça veut dire que tabarnouche, les personnes en situation d'itinérance sont des sonneurs d'alerte vivants. C'est ça que ça veut dire. C'est sûr qu'on vit dans un modèle de ville où il faut que tu consommes, il faut que tu te déplaces, puis il faut que tu achètes. Tu sais, ça joue, ça.
C'est sûr qu'on n'est pas là pour parler de... Je n'ai pas fait de hautes études, là, je ne peux pas faire des envolées sur le néolibéralisme, mais quand même. Fait que, si les villes sont des entreprises au même titre qui doivent se positionner comme les nations, comme les bons, c'est sûr qu'on est dans une logique qui, au départ, fausse un peu les affaires. Mais en fait, ce qui m'a frappé, c'est que moi, surtout, j'aurais voulu parler de certaines stratégies que je trouve... vraiment intéressante là, à développer. Je crois vraiment à ça, moi, la représentation, le rassemblement. Puis, effectivement, quel défi d'essayer de convaincre des gens en marginalité extrême d'exercer leurs droits de citoyens, alors que la moitié de la classe moyenne sont plus intéressés d'exercer leurs droits de consommateurs. Tu sais, c'est comme la marche est haute. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a frappé, c'est qu'en dépit de toutes ces stratégies-là, qui la plupart sont effectives, et de tous les organismes qui n'existaient pas dans mon époque, là, de sac à dos, père aidant, pas de la rue, en dépit de tout ça, mais on regarde, il y a une donnée dans le livre qui dit que, bien, quand même, le nombre de constats d'effraction qui ont été émis depuis 10 ans a quasiment triplé. À un moment donné, c'est comme tu dis, il est où le fuck dans la photo, là? Fait que c'est pour ça que là, je vais dire quelque chose qui va peut-être paraître comme une hérésie, là. C'est que moi, là, c'est la nuance que j'apporte aux conclusions, là, c'est que moi, je considère comme dramatique le fait qu'il n'y ait plus d'espace où les gens peuvent se rassembler, comme le Carré Vigée de mon époque. Où c'était comme une espèce d'espace franche, là, comme disait Mme Bello, où, tu sais, bon, il y avait comme une espèce il y avait des règles non écrites, tu avais des alcooliques d'un bord, des toxicomanes de l'autre bord, puis on ne se faisait pas écœurer, on savait qu'on avait la paix, là. Et la façon dont ce dossier-là a été traité, il y a eu des tables de concertation, des études, et on a même filmé des témoignages, on a rappelé ça d'un rapport, puis qu'est-ce que ça a changé? La jeune femme qui parlait juste avant moi, qui parlait du démantèlement, tu sais, on applaudissait d'un bord, mais en même temps, le démantèlement du campement sur la rue Notre-Dame, c'est un bel exemple manqué, une occasion manquée de faire des conduites humanistes. Là, je sais pas si, il me semble que, tu sais, entre les intentions et qu'est-ce qui se passe, fait que c'est pour ça que, bien voilà, c'est à peu près ça. Merci. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, le degré d'itinérance n'est pas le même pour tout. Le degré d'urgence n'est pas le même pour tout le monde. On ne peut pas mettre les gens tout le temps. Il y a des gens de 30 ans qui ne pensent pas comme les gens de 50 ans, ni comme les gens de 20 ans. Fait que, écoute, j'en aurais beaucoup à dire, mais je pense que je vais arrêter ça là. OK? Merci. Ah non, il y a une chose que je voudrais dire, par exemple. Non, une dernière. C'est qu'au printemps dernier, l'année passée, au temps du pire du confinement, moi, j'ai connu un gars, personnellement, d'une quarantaine d'années, qui claquait le 3/4 de son chèque pour une chambre minable, puis il a passé son hiver à se bercer en comptant ses pilules. Puis quand il est arrivé le printemps, là, bien, il a crissé sa chambre-là, puis il est allé s'acheter une tente, puis il est allé s'établir dans le campement. Alors, c'est sûr que de loin, là, tout le monde, tabarnak, il y a des problèmes de santé mentale, mais moi, je suis convaincu que lui, il a fait ça pour la préserver, sa santé mentale. Fait que c'est juste pour dire, pas pour frapper l'imagination, mais pour dire comment c'est pas simple. Là. Juste ça. J'ai déjà entendu des propos pas mal plus hérétiques que ça, jamais. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce qu'on m'entend? Oui. En fait, non, mais il y a des gens qui disent très bons commentaires, donc qui répondent à monsieur. Puis j'ai d'autres personnes qui auraient voulu aussi peut-être témoigner d'expériences vécues, mais malheureusement, c'est impossible avec la technique, donc de faire apparaître les gens en Zoom en même temps qu'en présence. Donc, voilà. En tout cas, avec tout ce que j'entends, je pense qu'on est motivé pour créer d'autres espaces de délibération là, pour discuter de l'ensemble de ces éléments-là. Alors, il est 7h moins quart. C'est clair qu'on va finir à 7h parce qu'on a, comme je dirais, une question de santé et sécurité. Là. On ne passe pas plus que 2 heures sur un Zoom. Ça, je le sais par expérience. Là. Fait qu'on va arrêter ça là. Donc, Michel qui voulait intervenir. Je ne sais pas si les autres panélistes voulaient dire certains éléments, puis il y a quelqu'un au micro aussi. Michel? OK. Oui, en tout cas, je vous remercie pour votre intervention parce qu'elle est capitale, en fait, parce que, ce qu'on ne peut pas tout dire du livre, mais on a nommé un des obstacles les plus importants, puis c'est ça, il n'y en aura pas de facile dans l'idée de soutenir l'organisation collective, on sait. On fait juste émettre l'idée que ça pourrait faire un pas de plus.
Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique à entendre ces gens-là. On s'entend, ceux qui prennent des décisions et tout, à toutes sortes de niveaux, là, mais dont la Ville, entre autres. La Ville de Montréal qui a des leviers pour travailler sur les conditions de l'itinérance comme telle. Pas tout, mais elle en a quand même. Et là, ce qu'on observe, c'est que la tendance néolibérale à favoriser un développement urbain beaucoup plus proche de l'entreprise puis de la logique de marché fait en sorte qu'on perd un acteur avec lequel on s'est doté en démocratie pour arbitrer les conflits d'intérêts qui existent parmi les populations qui mettent au pouvoir des élus municipaux. Donc là, si les élus municipaux ne font plus d'arbitrage démocratique en prenant en compte, finalement, les gens qui sont laissés pour compte, mais qui plutôt les interprètent tout le temps dans une logique économique, bien là, on a un sérieux problème. Ça, c'est vrai. Et ça, il faut en parler. Mais, en tout cas, je m'inspire d'auteurs comme Dardeau et Laval là, qui disent que si vous voulez lutter contre une machine aussi énorme, c'est un bulldozer, le néolibéralisme, qui traverse toutes les villes, tous les continents, bien, le néolibéralisme travaille sur l'individualisation de la vie sociale, sur la privatisation de l'existence et responsabilise chacun à se démerder comme il peut, qui est à travers la consommation, entre autres, mais aussi d'autres trucs, et surtout à essayer de s'éloigner de l'assistance publique, donc de la collectivité, de la solidarité. Donc, la meilleure façon de faire face à ça, c'est de créer des collectifs. Et on peut y arriver, mais à condition, effectivement, d'ouvrir un chantier de réflexion autour de comment on fait ça. Puis Bernard, je crois qu'il a déjà commencé. C'est pour ça qu'il pose plein de questions sur, regardez, on peut faire ci, mais on ne peut pas faire ça, etc. Donc, il y a une mise en commun qui est préalable à faire ce genre de travail-là. Ça, c'est évident. Il n'y a rien de facile dans tout ça. Mais il faut avoir, premièrement, une volonté politique, puis soumettre aussi l'intérêt de le faire. Parce qu'à force de garder les personnes en situation d'itinérance, de les considérer comme des enfants, bien, ils se comportent comme des enfants. Bon. Et là, si on peut faire l'inverse, bien, ça participe même personnellement, individuellement, d'une façon de grandir dans des alternatives éventuelles que uniquement la rue. Et ça aussi. En tout cas, il y a plein d'avantages à faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui est juste une idée en l'air, hein, comme ça. Alors, il y a madame au micro, puis ensuite Valérie qui va poser une question ou un commentaire. Bonsoir. Moi, je suis la coordonnatrice de Plaisir, justement, à Cactus Montréal. Et l'essence du projet, c'est justement de donner un espace d'implication sociale pour responsabiliser les personnes, leur donner un espace où ils peuvent gérer leurs propres problématiques. Moi, je suis là depuis 2 ans, donc j'ai eu 1 an et demi de pandémie et 6 mois de réalité, entre guillemets. Et je rejoins ce que disait Jean-Marie. Moi, il y a une forme d'essoufflement de la population itinérante avec laquelle on travaille, parce qu'il y a une impression de coup d'épée dans l'eau aux participations qu'on donne, de non... J'essaie de peser mes mots pour pas être non plus, moi aussi, dans une forme de pessimisme, parce qu'on a beaucoup d'espoir pour que ça fonctionne. Mais est-ce qu'il y a vraiment une place pour entendre ce qu'ils veulent, et est-ce qu'il y a une vraie volonté aussi des personnes qu'on accueille de contribuer à cet échange? Puisque nous, la plupart du temps où on se mobilise, on met un point d'honneur à Plaisir à parler d'implication sociale au sens du groupe et pas de réinsertion ou d'implication sociale au niveau de la société, parce qu'aussi on se demande est-ce qu'il y a une vraie volonté de notre société dans cette dimension néolibérale, dans cette consommation, de vraiment s'intéresser à la question. Parce que l'autogestion des campements, c'était quelque chose de génial, c'est quelque chose que nous, on soutient et on valorise. Mais je ne suis pas sûre qu'on se comprenne, qu'on soit sur la même ligne en fait, de communication. Et j'avoue que j'étais très enthousiaste quand j'ai lu le livre. Et à la fois, j'ai une forme de... Je sais pas, il y a quelque chose qui me questionne au niveau de leur responsabilité de venir dans les instances, de participer, de se représenter, tout ça. Parce qu'en vrai, ce qui s'est passé aujourd'hui, on avait 2 personnes qui étaient intéressées à participer au panel, puis la vie nous a rattrapés et ils n'ont pas pu participer aujourd'hui. Et tant qu'on n'aura pas comblé ces besoins de base, tant que ces personnes ne pourront pas atteindre... Et en fait, c'est que je questionne la même volonté que de rejoindre ces instances de communication et de partage, parce que je ne sais pas si on les accueille de la bonne façon. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion où je n'ai pas vraiment de réponse. Et je suis peut-être aussi teintée par la pandémie parce que ça a été très difficile. On faisait de l'implication sociale à Plaisir. On s'est retrouvés à servir des cafés, de la bouffe, donner des douches parce qu'on a eu des périodes où on était les seuls ouverts. Et ça nous questionne aussi dans ce qu'on essaie de faire. Est-ce que c'est possible?
est-ce que c'est le moment et est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup d'enjeux qui ne dépendent même pas de nous et vraiment des instances politiques parce qu'on nous donne des discours qui donnent envie d'adhérer, mais on constate des réalités qui ne sont pas inclusives du tout et qui font que les populations qu'on accueille, tous les gens qu'on côtoie au quotidien, il y a une forme de défiance, de méfiance envers les instances publiques et une non-volonté en fait à travailler avec, que nous on comprend en tant qu'intervenants parce que on vit les mêmes déceptions, j'ai l'impression. Donc, bref, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque peut-être un peu défaitiste. Il y a beaucoup d'espoir, comme disait Bernard tout à l'heure. On n'est pas forcément dans le même paradigme avec la ville de Montréal, mais on reste ouvert à la discussion et on veut vraiment travailler ensemble. Mais les murs auxquels on se heurte sont difficiles pour nous en tant que professionnels, mais pour les individus qui les prennent de plein fouet chaque jour, leur demander encore une fois de se mobiliser et d'être... est-ce que c'est vraiment possible et est-ce que c'est pas un peu trop? Et je veux pas passer pour quelqu'un qui critique, hein. C'est vraiment... c'est compliqué en fait. Et c'est que je veux pas... Christiane travaille aussi à Plaisir. On a vraiment mangé durant cette année, du mois de la pandémie, puis là, on a aussi beaucoup réanimé. Ouais. Oui. Donc, aussi, ils sont... Pardon. Pas aller les chercher où est-ce qu'ils sont, mais en même temps, un discours très intellectuel, très... Non, non, rien à foutre, ils veulent juste vivre, survivre. Oui, puis c'est penser au groupe. C'est là qu'il faut réfléchir à... Mais je pense que créer un espace de communication. C'est là qu'il faut D'accord. commencer, en tout cas moi, quelque chose. Ouais. Puis dépasser la dimension individuelle quand on n'a pas de lieu où manger ou dormir. Là, il y a l'hiver qui arrive. En fait, est-ce que les préoccupations peuvent vraiment être celles-là quand on est itinérant dans la rue, de penser à un groupe collectif? Et j'entends qu'il faut se bouger, mais c'est juste que la violence, encore une fois, dont parlait tout à l'heure, j'ai perdu ton prénom, mais il y a aussi cette violence quotidienne qu'ils encaissent. Et encore une fois, on leur dit, si vous voulez que ça avance, il va falloir que ça repose sur vous. Voilà. Merci. J'ai fini. La question est lancée. On va continuer à y réfléchir. Je pense que l'ensemble des enjeux là, sont placés là-dessus. Madame, pas madame, mais Valérie en arrière. Oui. Bien, en fait, j'avais Boromir qui voulait intervenir une dernière fois, peut-être rapidement, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. D'accord. Alors, Boromir, je te laisse la parole. Catherine, je pense, voulait parler aussi. Brièvement, s'il vous plaît. Puis Bernard, est-ce que tu veux dire quelque chose aussi? Alors, on va dire 2 minutes chaque. Puis là, je vais être autoritaire. Donc, ma réaction ne vise pas à répondre aux questions qui viennent d'être posées. Malheureusement, je n'ai pas les réponses, puis c'est des questions à un certain point qui m'habitent aussi. J'aimerais ça revenir, là, situé dans la politique nationale de lutte à l'itinérance actuellement, il y a un bout quand même intéressant qui nous parle que les villes et les municipalités, ils jouent un rôle déterminant au niveau d'expérimentation puis de l'adoption de mesures d'intervention en lien avec la cohabitation sociale, surtout parce qu'ils peuvent offrir un soutien aux organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes en situation d'itinérance. Puis je trouve ça intéressant, là, toute la discussion que Jean-Marie et Michel ont apporté, que les villes sont comme en tension actuellement par rapport là, devant leur rôle d'assurer une position concurrentielle, mais en même temps de jouer un arbitrage démocratique. C'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça que c'est écrit dans le livre, là, un arbitrage démocratique concernant l'accès, l'usage et le contrôle de ces espaces publics. Fait que là, on voit 2 éléments en tension, puis des villes qui ont du mal à se positionner là-dedans. Donc, je trouvais ça intéressant de refaire du poids là-dessus, puis le lier à notre politique nationale de lutte à l'itinérance. Puis la question de la violence aussi. J'ai eu quand j'intervenais là, dans le cadre de quand j'étais intervenant, là, agent de mixité, des fois, je le voyais au quotidien, cette violence-là. Puis quand j'utilisais le terme violence, les gens me disaient c'est un peu fort, le terme violence. Mais quand on prend le temps de s'asseoir avec les gens puis qu'on leur demande c'était quoi l'impact des mesures qui ont été mises en place, comme exemple, qui ont mené à à concentrer, expulser, etc., comment c'était senti? Bien, on se rapproche de sentiments qui sont dus au fait de subir des violences. Fait que je pense que c'est important que ce mot-là il soit là parce que l'impact de ce que les gens vivent, c'est proche de la violence. D'accord, merci. Catherine? Juste peut-être sur une petite note d'espoir. Quand même. Ça fait vraiment plusieurs années que je travaille dans le milieu de l'itinérance puis dans la gestion de différents programmes, projets.
les choses évoluent, mais très lentement. Très, très, très lentement. Comme je disais, il y a 10 ans, on en parlait à peine d'itinérance. Il ne fallait même pas dire le mot itinérance. Là. Le monde me regardait, puis c'est comme, c'est pas une priorité pantoute, n'en parlons pas. Et maintenant, tout le monde en parle. On passe une crise monumentale avec la COVID. Bien, ça fait que, les enjeux de cohabitation, on en parle de plus en plus. Fait que d'arriver à un jour, à donner la parole, amener à l'autodétermination, avoir une approche plus bienveillante auprès des personnes, ça va finir par arriver. Bon, peut-être 35 ans, 10 ans encore, mais ça va se faire. Moi, j'ai bien espoir parce que Jean-Marie, comme tu dis, c'est ça ton nom, Jean-Marie disait, toi, avant, il n'y en avait pas autant d'organismes, il n'y avait pas autant de services, il n'y avait pas autant de moyens pour soutenir les gens. Bien, c'est ça. Moi, je garde espoir. Ça change, c'est long. On a des réflexions à faire, des réflexions de société. Ça prend du courage politique, ça prend de l'engagement, ça prend des leviers financiers. Ça bouge, mais tranquillement. Puis c'est ça. Mais j'ai ce petit espoir-là que, pas demain matin, mais Merci. dans 5 ans peut-être. Voilà. Bernard? Bien, je reviendrai un peu à ce que Michel disait. Puis l'éléphant dans la pièce, qui est très bien expliqué dans le livre, mais qu'on n'a pas trop parlé, c'est le néolibéralisme. Fait qu'on nous vivons dans ce système-là et acceptons-le. Puis c'est un peu ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est l'espace de réflexion qu'on aurait pour trouver c'est quoi les meilleurs outils, les meilleures façons de faire pour amener à différentes formes d'initiatives de prise de parole par des collectifs, par des voix. Je pense que si des directeurs d'organismes comme moi prenaient plus la peine des fois d'écouter leur monde et de véhiculer ces messages-là plutôt que de dire des choses parce qu'ils ont besoin d'argent pour leur organisme, bien, ils passeraient évidemment beaucoup plus de temps à la parole. Fait que je crois en l'espace de représentation. J'essaie dans toutes mes présentations de faire dire quelque chose que quelqu'un n'a pas pu dire, qui vient de la rue. Puis c'est pas pour l'instrumentaliser non plus. C'est parce que je sais que ça va faire écho. Ça va faire ça. Fait que ça, l'espace de représentation peut être un de ces lieux-là, même si ce n'est pas un espace de participation direct, parfait, puis tout. On peut en essayer d'autres, des espaces par et pour, des plaisirs. La pandémie va tomber un peu. On va retrouver des espaces, puis tout ça. Puis les gens qui avaient de la misère à même manger la veille, le lendemain, ils vont être très actifs, puis tout ça. Fait qu'oublions pas le système dans lequel on est, mais ouvrons une place. Puis je reprends encore, pour te donner la palme, mon cher Michel, sur la question, il y a toujours un partage de l'espace public, mais le fait qu'il y ait un partage ne signifie pas que ce soit qu'il est équitable. Donc, juste pour ça, on n'a pas le choix d'agir. Conclusion parfaite. Je pense qu'on peut arrêter l'activité maintenant. Alors, je voudrais remercier tout le monde. Tu vas faire... OK, mais je voudrais quand même remercier Bernard, Catherine, Boromir pour leur intervention vraiment très généreuse. Michel, tu veux remercier d'autres personnes? Oui. Oui. En fait, c'est important de le dire parce que l'événement, l'enregistrement audiovisuel, l'équipement, tout ça, la réservation de la salle, bon, c'est à cause de Ville Région Monde, hein, le réseau interuniversitaire dans lequel je suis membre et d'autres collègues aussi. Et Valérie, qui est la coordonnatrice du réseau, est ici aussi. Donc, je voudrais la remercier, elle, personnellement aussi, parce qu'elle m'a beaucoup soutenu pour l'organisation de l'événement, mais aussi pour avoir soutenu financièrement le travail d'édition. OK? Donc, il y a eu aussi des sous qui ont été dépensés pour faciliter la production du livre comme tel. Il y a l'Institut Santé et Société qui a fourni aussi et l'École de travail social de l'UQAM. Donc, voilà. Et je vous remercie tout le monde d'avoir vraiment participé en présence aussi, en tout cas pour ceux qui étaient ici. C'est vraiment intéressant de pouvoir enfin parler du monde. Alors, merci tout le monde. Puis on se retrouve au... Comment il s'appelle le bar déjà? Le Benelux? Le Benelux, oui. C'est toujours un rendez-vous. Jeanne Mance, juste l'autre côté. On peut continuer la discussion là-bas. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de soirée.